Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et partager. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant on peut commencer. Maintenant, dans ses bras, elle se demandait quand elle avait commis cette erreur fatale. Au poste de police, le jeune homme supplia la jeune fille de retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui. Le type lui a lâchement proposé de l'argent et de publier des excuses sur Internet. Tari restait silencieuse. Elle ne voulait rien. Il lui avait proposé de le faire punir. Park Ji-hyun était du genre sournois. Il avait dit qu'il avait supprimé tous ses messages à son sujet la veille et espérait qu'elle lui pardonnerait. La jeune fille restait indifférente tandis qu'il continuait à trouver des excuses, disant qu'il avait été tenté par l'anonymat et qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait écrit. Puis il a dit que c'était la faute de la jeune fille, qu'il avait rendu désespérée en refusant, car sinon, il ne se serait pas mis en colère contre elle. Tari la regardait avec surprise, se demandant s'il était vraiment assez stupide pour dire de telles choses. Elle ne voyait aucun remords chez lui. Le policier a commencé à réprimander le jeune homme, lui disant qu'au lieu de s'excuser correctement, il racontait n'importe quoi et calomniait. La jeune fille l'a traité d'imbécile. Le jeune homme s'est alors mis à s'en prendre au policier, lui disant qu'il ne savait pas qui il traitait d'imbécile. La jeune fille s'est frotté la tête d'un air fatigué et a pensé qu'il était temps de quitter ce cirque tandis que Xu-yeon continuait à se disputer avec le policier, le menaçant de son frère qui était le patron ici. La jeune fille se leva, s'inclina et dit qu'elle n'avait plus le temps et qu'elle espérait que cette affaire serait traitée conformément à la procédure. Le jeune homme la regarda avec appréhension, ne s'attendant pas à ce qu'elle ne se laisse pas attendrir par ses supplications. La jeune fille se dirigea vers la sortie avec irritation, se demandant comment il pouvait être aussi stupide, tandis que le jeune homme continuait à crier dans son sillage. Elle se moquait bien de ses supplications pour qu'elle ait pitié de lui et retire sa plainte. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit dans un bruit métallique. Un homme grand et imposant passa rapidement devant la jeune fille avec assurance. Elle se figea sur place, surprise. Elle eut le temps de lire son nom et son titre sur son badge et se retourna, stupéfaite. L'homme dominait le jeune homme de toute sa hauteur. Il regarda froidement son frère, semblant prêt à le mettre en pièces sur place. Tari regarda le jeune homme reculer lâchement, essayant d'expliquer quelque chose à l'homme. Ce dernier, quant à lui, retroussa délibérément ses manches, déboutonna lentement le bracelet de sa montre et étira ses mots pour dire qu'il l'avait déjà averti de bien se comporter. Il posa soigneusement la montre sur la table et commença à s'approcher de son frère, lui disant que s'il ne pouvait pas se comporter comme un homme, il ne devrait peut-être pas quitter la maison. Il posa ses mains sur les épaules de son frère et les serra. Ji-hyun tremblait de peur et regardait autour de lui. L'homme tira le type par les pectoraux vers son visage et lui demanda avec colère quand il allait arrêter de faire des choses minables. Le type répondit effrayé qu'il avait tort et que cela ne se reproduirait plus. Une énorme paume s'abattit dans les airs et la gifle résonna bruyamment. L'homme dit calmement que si son frère n'avait pas d'intelligence, il devrait au moins se comporter comme une personne décente. Tari regarda cette scène avec surprise et se demanda qui était cet homme menaçant. Elle le regarda gifler son agresseur à plusieurs reprises et ne comprenait pas d'où il venait soudainement. La montre de l'homme glissa et tomba de la table aux pieds de la jeune fille. Elle se dit qu'elle aimait bien la façon dont il avait pris sa défense. L'homme finit et se tourna vers le policier, lui montrant son badge. Il s'avéra être un procureur et demanda à voir le dossier de l'affaire tout en jetant un coup d'œil rapide aux informations, demandant si les déclarations avaient été recueillies. La jeune fille se baissa pour ramasser sa montre. Soudain, il se tourna vers la jeune fille et elle se figea, la montre dans les mains, pensant que maintenant, comme son frère, il allait lui reprocher ce qui s'était passé. Mais au lieu de cela, l'homme sourit, la scrutant de ses yeux verts, et lui demanda si elle voulait prendre un café avec lui. Tari le regarda avec surprise. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de lui, mais elle acquiesça. Peu après, ils se retrouvèrent dans la cour du commissariat, la jeune fille serrant une tasse de café, tandis que l'homme fumait une cigarette et lui demandait si elle avait besoin d'aide. La jeune fille le regarda attentivement. Elle comprit où il voulait en venir et répondit indifféremment qu'elle n'avait pas besoin d'argent. L'homme tira une bouffée de cigarette, se disant qu'elle n'était pas stupide. Il expira un nuage de fumée dans sa direction et lui dit qu'elle semblait plutôt calme pour quelqu'un qui avait décidé d'aller aussi loin. Tari se couvrit le nez de la main et répondit que non, qu'elle était juste habituée. L'homme tira une bouffée sur sa cigarette et leva les yeux, réfléchissant à sa réponse.
La jeune fille chassa la fumée d'un geste de la main et lui dit qu'il semblait n'avoir aucun respect pour les gens et lui demanda de ne pas fumer devant elle. L'homme sourit faussement et s'excusa s'il lui avait semblé impoli. Il jeta le mégot de cigarette et dit qu'il était temps d'aller droit au but. Il la fixa du regard et dit que comme l'un des membres de leur famille travaillait dans la fonction publique, ce serait terrible si un scandale éclatait autour d'eux. Il lui suggéra donc de régler les choses à l'amiable sans le laisser finir. La jeune fille le regarda d'un air provocateur et répondit haut et fort qu'elle refusait. Elle lui dit qu'elle était très blessée par les rumeurs que Park Ji-hyun avait répandues à son sujet et qu'il devait recevoir ce qu'il méritait. Grâce à lui, elle était constamment entourée de gens qui croyaient ces rumeurs et la harcelaient. D'autant plus que, de cette façon, elle montrerait à tout le monde, par son exemple, que cela ne valait pas la peine de lui faire subir cela. L'homme sourit, mais la jeune fille savait que c'était pour faire semblant. Il lui demanda si cela signifiait qu'elle allait aller jusqu'au bout. Elle le regarda avec assurance. Elle répondit qu'elle lui avait déjà donné sa réponse et qu'elle n'allait pas changer d'avis. L'homme mit ses mains dans ses poches et dit que dans ce cas, il avait une longue histoire devant lui, car sa famille ne resterait pas les bras croisés. Il lui demanda si elle voulait vraiment consacrer son temps et son énergie à cela. La jeune fille lui demanda en quoi il était concerné par son affaire. Elle se mit en colère et lui demanda ce qu'il voulait d'elle. L'homme répondit calmement qu'il voulait simplement négocier avec elle et régler les choses à l'amiable. Tari était catégorique et regardait l'homme d'un air menaçant, répétant qu'elle n'accepterait pas cet accord. Elle demanda pourquoi elle devait écouter une telle chose. Elle était dégoûtée que des gens comme Park Ji-hyun restent impunis grâce à leur relation. L'homme regarda la jeune fille avec surprise, étonné de son audace et de la ferveur avec laquelle elle défendait son opinion. Elle continua à crier que c'était ainsi qu'un procureur devait se comporter. Si tel était le cas, elle se sentait dans une mauvaise position, mais soudain, sans prêter attention à sa tirade, l'homme tira sur la sangle de son sac à dos et attira la jeune fille vers lui. Toute sa bonne volonté feinte disparut et la jeune fille se figea d'horreur. Il la regarda froidement et impérieusement et lui demanda pourquoi c'était elle qui se montrait si provocante à son égard. L'homme se pencha vers son oreille et lui demanda pourquoi elle était figée. Était-elle curieuse de savoir ce qu'il allait lui dire? Il dégageait une odeur dangereuse et froide. Agrippant la sangle de son sac à dos, il la tira si près de lui que Tari touchait désormais sa poitrine et respirait fortement. Il lui dit d'arrêter de tourner autour du pot et de lui dire le montant. Tari reprit ses esprits, mais elle ne put prononcer un mot. Furieux, l'homme sortit sa carte de visite et la glissa nonchalamment dans la poche de la jeune fille, lui disant de l'appeler lorsqu'elle aurait pris sa décision. Puis il se retourna et la laissa là, sans attendre sa réaction. Pendant un moment, la jeune fille resta immobile, regardant l'homme s'éloigner. Finalement, elle sortit de sa torpeur et s'assit sur un banc avec un soupir las. Elle était en colère contre elle-même, incapable de comprendre pourquoi elle s'était comportée comme une idiote. Elle était restée là, incapable de prononcer un seul mot à cause d'un homme. La voiture du procureur roulait à toute vitesse sur la route. Sur le siège passager, Park Ji-hyun s'excusait auprès de son frère, la voix pleine de culpabilité, pour son comportement imprudent. L'homme gardait les yeux fixés sur la route et demanda pensivement à son frère ce qu'il pensait de la jeune fille. Ne lui avait-elle pas semblé indifférente à l'argent? Le jeune homme répondit qu'il ne savait pas grand-chose d'elle, qu'il n'avait même pas eu de véritable conversation avec elle. Il dit que chaque fois qu'il essayait de lui parler, elle lui lançait un regard si froid qu'il se sentait mal à l'aise. Puis il demanda avec indignation comment quelqu'un pouvait rejeter une fille avec un visage aussi mignon que le sien. Park Ji-hyun jeta un coup d'œil à son frère et sourit en disant qu'elle était probablement du genre à attendre un chevalier en armure brillante. Il rit ensuite de sa propre blague. Park Ji-hyun serra fermement le volant, gardant une expression froide sur son visage. Voyant la veine battre sur la tempe de son frère, le jeune homme se sentit mal à l'aise. Il s'empressa d'ajouter qu'il ne voulait pas dire ça. Il mentionna que, selon les rumeurs, la jeune fille venait d'une famille très stricte et qu'au cours des 3 dernières années, elle n'avait assisté à aucune de leurs réunions communes. Il supposa qu'un tel mode de vie devait être assez épuisant. Le jeune homme mentionna également qu'il avait entendu dire que le père de la jeune fille possédait une grande entreprise, mais qu'il était si strict qu'il avait même installé un traceur GPS sur elle. Il a ensuite déclaré qu'en tout cas, il ne pouvait pas croire qu'elle puisse refuser quelqu'un d'aussi beau que lui. Cela le dérangeait vraiment. Park Ji-hyun a répondu qu'il était assez doué et qu'il était sûr de pouvoir la conquérir en un certain temps. Il a regardé son frère avec enthousiasme et a déclaré qu'il devait bien sûr tenir compte du fait qu'elle gardait encore ses distances avec lui. Mais, l'homme l'interrompit. Park Ji-hyun retira la montre du poignet de son frère et lui dit qu'il devrait arrêter de jouer avec les gens s'il ne connaissait pas leurs faiblesses et comment les exploiter. Remettant la montre au poignet de son frère, Park Ji-hyun lui lança un regard sévère et lui dit qu'il ne faisait que créer des problèmes inutiles. Le jeune homme se raidit et répondit que dans ce cas, il allait d'abord étudier ses faiblesses,
puis attirer son attention. Park Ji-gyeon attrapa son frère par le menton et lui demanda s'il ne s'était pas fait comprendre. Puis il le gifla à nouveau et lui dit que, comme il l'avait dit, il se fichait que ce type lui rende la vie difficile. Mais ce qui se passait actuellement pouvait non seulement l'affecter, mais aussi avoir des répercussions sur la carrière de leur père. Park Ji-gyeon, satisfait que son frère l'ait compris, pensa que peu importait que cette fille ait des faiblesses, car il pouvait lui en créer. Tari marchait dans le couloir lorsqu'elle entendit la notification d'un SMS sur son téléphone. Elle lut le message de son père, qui lui interdisait d'assister à la réunion à laquelle elle était invitée ce soir-là. Il avait examiné la liste des invités et lui avait dit que ce serait dangereux en raison du grand nombre d'hommes présents. Elle soupira d'un air las et leva les yeux au ciel. Pour une raison quelconque, elle n'était pas surprise par cette décision. Elle s'approcha du bureau et s'apprêtait à entrer lorsqu'elle surprit soudainement la conversation des hommes à l'intérieur. Les 3 hommes étaient assis et riaient joyeusement, discutant de la forme de leurs parties intimes. Tari resta immobile, se disant qu'ils ne brillaient certainement pas par leur intelligence. Puis, soudain, elle les entendit parler d'elle de manière obscène. L'un d'eux se mit à se vanter de ses grands projets pour Tari cette nuit-là. Ses amis se mirent à le taquiner en lui disant que la fille ne lui prêterait certainement pas attention. Tari, envahie par la colère et la frustration, décida d'interrompre leur conversation. Avec détermination, elle poussa la porte et entra dans la pièce, le regard froid et concentré. Les 3 hommes se figèrent, stupéfaits, les yeux écarquillés et nerveux, ne sachant pas exactement ce qu'elle avait entendu. L'atmosphère devint tendue alors qu'il se déplaçait mal à l'aise, incapable de la regarder dans les yeux. La jeune fille entra calmement et posa le livre entre eux sur la table. Elle dit d'un ton neutre qu'on lui avait demandé de leur remettre quelque chose. Elle se tourna vers l'un des garçons et lui dit d'un ton indifférent qu'elle ne pourrait pas assister à la réunion du département aujourd'hui. Le garçon la regarda, perplexe, essayant de comprendre cette annonce soudaine. Tari se dirigea vers la porte, mais il se précipita derrière elle et lui demanda pourquoi elle avait soudainement changé d'avis. Elle répondit indifféremment que c'était à cause du couvre-feu. Elle se retourna alors, le regard plein de mépris et de dégoût. Elle ajouta au passage qu'elle détestait les légumes. Le garçon regarda d'un air abattu la silhouette de la jeune fille qui s'éloignait, réalisant qu'il avait complètement raté son coup. Son ami remarqua que c'était une idée vouée à l'échec dès le départ et s'étonna qu'elle ait accepté de venir. Il expliqua que tous les jours à 18h, le père de Tari venait la chercher. La rumeur disait qu'il était obsédé par sa protection, probablement parce que leur famille était riche. La jeune fille se dépêcha dans le couloir, retenant difficilement ses larmes. Son téléphone sonna, lui apportant une nouvelle amère. Elle se dit que tout le monde autour d'elle la voyait comme une enfant gâtée et surprotégée issue d'une famille riche, que tout le monde enviait. La mère de la jeune fille lui demanda avec inquiétude pourquoi elle avait éteint le GPS, disant que son père était fou de rage parce qu'il ne pouvait pas la localiser. La jeune fille poussa un profond soupir. Tari pensait avec irritation à la façon dont la surprotection de ses parents l'étouffait au point qu'elle rêvait souvent d'une vie différente. Elle rêvait d'être un lac calme, de faire partie de la mer et de se laisser emporter par les vagues. Elle serait heureuse de vivre ainsi. Elle rêvait d'être un lac calme, de faire partie de la mer et de se laisser emporter par les vagues. Elle serait heureuse de vivre ainsi. La jeune fille pensait à quel point elle était fatiguée d'étudier et à quel point sa vie était devenue ennuyeuse. Soudain, ses pensées furent interrompues par le bruit d'un SMS. C'était un message du procureur. Il disait qu'il lui avait laissé suffisamment de temps pour réfléchir et lui proposait de se rencontrer pour discuter de tout. Tari se souvint de l'autorité et de la force dont il avait fait preuve lorsqu'il l'avait protégée, puis de la manière dont il avait tenté de l'intimider. Elle sentait qu'il l'intriguait et se demandait ce que ce serait si elle s'engageait vraiment avec un homme comme lui. La jeune femme arriva au restaurant où Park Ji-gyeon l'avait invitée. L'homme lui demanda si elle avait déjà consulté le menu, et la jeune fille répondit qu'elle préférait manger ce qu'il commanderait. Il acquiesça silencieusement et demanda à la serveuse de leur apporter 2 portions de hitsumabushi. Tari l'observa en silence, l'étudiant. L'homme semblait calme et sûr de lui. Il prit son verre d'eau et dit d'un ton dédaigneux qu'il espérait qu'elle aimerait l'anguille, car il savait que les filles de son âge préféraient généralement les pâtes ou quelque chose de ce genre. La jeune fille ne se démonta pas. Se penchant légèrement en avant, elle lui demanda si tous les hommes de son âge mangeaient du poisson au déjeuner. Park Ji-gyeon esquissa un sourire forcé et répondit qu'elle semblait être fille unique. Tari lui demanda pourquoi il pensait cela, et l'homme répondit qu'elle lui permettait de parler. Plutôt gênant. Tari ne le quittait pas des yeux et lui demanda quelle différence cela faisait d'avoir des frères et sœurs ou non. Elle ajouta ensuite que son frère, Park Ji-hyun, semblait avoir des difficultés à interagir avec les gens. L'homme sourit à nouveau, remarquant que la jeune fille était assez effrontée. Il lui dit de ne pas être si tendu et lui demanda de considérer leur rencontre comme un simple déjeuner avec un homme sympathique. La jeune fille continua à observer attentivement l'homme qui retroussait ses manches, se disant que pour un homme aussi gentil, il en faisait un peu trop. Soudain,
Elle lui demanda quel âge il avait. L'homme répondit calmement qu'il avait 30 ans. En entendant cela, la jeune fille croisa les bras et leva le menton, disant que cela signifiait qu'il y avait 8 ans d'écart entre eux. L'homme lui demanda si cela la mettait mal à l'aise. Tari lui adressait un sourire malicieux, sans le quitter des yeux, répondit que oui, un peu, mais qu'en fait, cela lui plaisait. Park Ji-gyong garda ses yeux verts perçants fixés sur elle, se demandant à quel jeu jouait cette jeune fille. Elle a poursuivi en disant que ses camarades ne l'intéressaient pas parce qu'ils étaient immatures, enfantins et ennuyeux. La jeune fille a pris une tasse de thé et a lentement répondu qu'ils n'étaient pas comme eux. Elle s'apprêtait à prendre une gorgée lorsqu'une main masculine s'est tendue vers elle. Park Ji-gyong s'est rapidement penché en avant, son haleine chaude l'enveloppant alors qu'il lui saisissait fermement le poignet. Tari s'est figé de surprise, pensant qu'il s'était fâché à cause de ses paroles. L'homme la regarda attentivement, remarquant une lueur de peur dans ses yeux. Il lui dit calmement qu'il avait remarqué une fissure dans sa tasse et lui demanda de ne pas boire dedans. Tari rougit de honte. Elle trouvait son attitude mystérieuse et masculine intrigante, et avec un sourire timide, elle le remercia. L'homme se rassit, décidant de la taquiner un peu, et lui demanda si elle aimait étudier. La jeune femme répondit calmement que c'était assez amusant. Park Ji-gyong sourit et dit que son petit frère ne pensait pas la même chose, ce à quoi il répondit simplement qu'il ne savait pas comment s'y prendre. L'homme était amusé. La tension entre eux disparut momentanément, et soudain, la serveuse apparut avec les plats. Alors que la serveuse posait les plats devant eux, l'homme lui demanda de remplacer la tasse de son ami, puis demanda à Tari si elle savait comment manger correctement le hitsumabushi. Park Ji-gyong prit le mechiwan dans ses mains et commença à expliquer à la jeune femme comment diviser correctement le plat, lui suggérant qu'elle sauce essayer pour le rendre plus agréable à manger. Tari observait ses gestes assurés, se disant qu'il continuait à l'intriguer. Il dit qu'une fois qu'ils auraient fini de manger, leur rencontre prendrait fin. La jeune femme écouta en silence, se demandant quel genre de personne il était, car il dégageait une aura inhabituelle. L'homme la regarda soudainement, presque comme un prédateur, et dit qu'il espérait qu'une fois qu'ils auraient fini de manger, ils parviendraient à un accord. Elle aurait peut-être dû être effrayée par une telle aura, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme si la jeune femme était sortie d'une transe lorsqu'elle entendit sa voix lui demander ce qu'elle voulait pour régler leurs problèmes. Pendant un moment, elle continua à le regarder impassiblement, se rappelant que c'était là le but initial de leur rencontre. La jeune femme répondit simplement que, comme elle l'avait déjà dit, elle n'était pas intéressée par l'argent. Park Ji-gyong dit qu'il comprenait parfaitement son désir de punir son agresseur, mais il exprima l'espoir qu'il parviendrait tout de même à trouver un accord. Tari se mordit nerveusement le bout du doigt, pensant que si elle acceptait l'accord maintenant, elle n'aurait plus jamais l'occasion de revoir cet homme, et elle voulait poursuivre leur interaction. Elle ne savait pas quoi faire. Alors qu'elle restait silencieuse, l'homme lui tendit un petit bout de papier sur lequel était inscrit le montant de 300 000 wons et lui demanda ce qu'elle en pensait. Il avait le sourire aux lèvres, mais ses yeux verts brûlaient d'un feu dangereux. La jeune femme ne pouvait penser qu'à ses yeux et à son envie de le revoir. Alors que Tari restait silencieuse, le téléphone de l'homme sonna et il répondit à l'appel. Cela lui donna un peu plus de temps pour réfléchir. Elle continua à réfléchir à la manière de retenir son attention, quand soudain, elle entendit dans un coin de son esprit que le procureur avait mentionné le député Park. Et soudain, ce fut comme si un éclair l'avait frappé. Le puzzle dans son esprit s'assembla, et elle sourit avec satisfaction. Elle adressa un sourire malicieux à l'homme qui venait de terminer sa conversation. Puis, en étirant ses mots, elle dit qu'elle venait de se souvenir d'une chose intéressante à propos de Park Ji-hyun. Elle dit qu'elle venait de se souvenir qu'il était le fils du député Park Sang-yeon, qui, par un heureux hasard, était sur le point d'être réélu pour la 4e fois. Ravie du changement d'expression de l'homme, elle lui demanda avec une innocence feinte si c'était pour cela qu'il voulait la payer pour qu'elle se taise. Park Ji-gyong garda son calme en apparence, mais à l'intérieur, la rage commençait à bouillonner. Il joignit les mains devant lui et dit qu'il était heureux que leur conversation se déroule désormais plus facilement qu'auparavant. La jeune fille sourit et lui demanda pourquoi il pensait cela. L'homme se pencha en arrière sur sa chaise et lui demanda si elle savait que pour des gens comme le député Park, il n'était pas difficile de monter un dossier contre quelqu'un et de le faire envoyer en prison. Tari n'était pas effrayé le moins du monde et, avec un sourire narquois, lui demanda s'il la menaçait de l'envoyer en prison. Park Ji-gyong se frotta le cou avec lassitude et répondit que tout dépendrait de son accord pour accepter son argent. À sa grande surprise, la jeune fille sortit son téléphone de sa poche, révélant un enregistrement de toute leur conversation. Tari lui sourit gentiment et lui demanda si cela le dérangeait qu'elle ait enregistré leur conversation. Agitant le téléphone devant son visage, elle lui dit qu'en appuyant sur un bouton, elle pouvait partager l'enregistrement avec les médias, ce qui signifierait la fin de la carrière de son père et de la sienne. L'homme leva les yeux vers elle. La tête lui bourdonnait sous l'effet de l'adrénaline et la colère lui brouillait la vue.
Les veines de ses tempes et de ses mains étaient saillantes, et il admit qu'il avait sous-estimé une jeune fille comme elle. Il était évident qu'il se retenait de toutes ses forces. Après tout, elle l'avait acculé. Tari lui rendit le bout de papier avec le montant et lui dit d'essayer de lui offrir autre chose. L'homme serra les dents et répondit qu'il ne s'attendait pas à ce que 300 000 wons soit une petite somme pour elle. La jeune fille répéta qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Il regarda ses mains qui tremblaient de colère et souriait narquoisement, disant qu'il n'aurait jamais pensé tomber dans le piège d'une étudiante. Park Ji-gyeon répondit que cela donnait à réfléchir. Il lui demanda ce qu'il pouvait lui offrir, car à part son corps et l'argent dans son portefeuille, il n'avait rien d'autre. La jeune femme l'interrompit en disant que dans ce cas, il lui donnerait ça. Il lui lança un regard perplexe. Tari s'assit avec excitation, un rougissement apparaissant sur ses joues. Elle fit tournoyer une mèche de cheveux autour de son doigt avec coquetterie et garda les yeux fixés sur l'homme, disant que son corps semblait agréable. Park Ji-gyeon baissa la tête d'un air las et passa la main dans ses cheveux. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse lorsqu'il lui demanda si elle s'amusait. Comprenait-elle vraiment ce qu'elle sous-entendait en disant cela? La jeune fille le regarda sous ses cils et lui répondit en souriant qu'elle comprenait parfaitement. Une douleur lancinante lui faisait mal aux tempes, et il les massait avant de parler. Il lui dit qu'elle avait enregistré leur conversation et qu'elle lui faisait maintenant des demandes de ce genre. Était-ce ainsi que les jeunes s'amusaient de nos jours? Il ajouta qu'elle avait jugé son comportement en tant que procureur, mais qu'en était-il de ses propres actions? Tari posa sa joue sur sa main et lui demanda pourquoi il se plaignait comme s'il avait tiré la courte paille. Elle soutint son regard perçant, avec un sourire malicieux, lui demanda s'il perdrait vraiment autant en acceptant sa condition. Pendant un moment, l'homme l'observa attentivement, essayant de la comprendre. Il savait qu'elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire ni à qui elle tentait d'imposer son jeu. Tari se sentit mal à l'aise sous son regard perçant, un frisson lui parcourant l'échine. La décision était désormais entre ses mains. Allait-il accepter ses conditions, ou allait-elle finir par perdre contre lui après tout? Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, face à face. La tension entre eux était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Le seul bruit était celui de la déglutition de la jeune fille, qui avalait sa salive dans l'attente. Finalement, Park Ji-gyeon sourit et dit qu'il y avait un hôtel au coin de la rue où il allait souvent. Puis, avec un soupçon d'amusement, il ajouta qu'il n'avait pas le droit de faire attendre une dame. Il se leva de table. Il lui dit de finir son repas et qu'il l'attendrait là-bas dans 15 minutes. Tari le regarda avec stupéfaction, ressentant un mélange de peur et d'incrédulité. Elle resta figée, regardant l'homme se lever de table et enfiler sa veste avec désinvolture. Puis, rougissant et se sentant troublée, elle commença à protester. Elle lui dit qu'elle ne lui avait pas demandé de faire cela maintenant. L'homme boutonna calmement sa veste et, ajustant ses poignets, lui demanda pourquoi elle tardait, puisqu'ils étaient tous les deux là, il voulait régler les choses rapidement et mettre cette affaire derrière eux. Voyant sa confusion, il ressentit une certaine satisfaction d'avoir enfin réussi à la déstabiliser. Se penchant vers elle, il lui dit qu'elle lui avait demandé cela, qu'il était donc trop tard pour faire marche arrière. Il lui souleva doucement le menton et lui dit qu'il voulait régler cette affaire avec elle une fois pour toutes. Son regard la captivait, et elle sentit son cœur battre à tout rompre, mêlé de peur et d'anticipation. Elle sentait le danger qui émanait de lui. Park Ji-gyeon pouvait sentir la veine de son cou avec ses doigts et voyait ses pupilles se dilater. Il pensait qu'elle commençait enfin à réaliser qu'elle s'était piégée dans une cage avec un tigre, et lui dit calmement qu'ils ne décideraient que tous les deux. Enfin, il lui dit qu'elle avait encore le temps de changer d'avis et de lui écrire à tout moment, car il était prêt à régler l'affaire avec de l'argent. Sinon, il l'attendrait dans la chambre dans 15 minutes. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant la jeune fille confuse, seule à table, espérant qu'elle choisirait la première option. L'homme était assis dans un fauteuil, à moitié dans l'ombre d'une chambre d'hôtel, remuant lasement un verre à whisky rempli de glace. Il fixait le plafond, se demandant comment il avait pu se retrouver dans une telle situation. Il poussa un soupir las et sourit en pensant qu'il s'était fait avoir par une novice. Puis il se rappela l'expression de son visage lorsqu'il l'avait invité à l'hôtel, et cela apaisa son ego. Il était trop tôt pour parler de défaite. Il avait toujours l'intention de se venger. L'homme se demanda soudain pourquoi il lui était si difficile de détourner les yeux d'elle. Elle ne portait ni maquillage épais ni vêtements de marque, mais le parfum de sa peau surpassait n'importe quel parfum. Ce n'était pas sa jeunesse. Il y avait quelque chose en elle qui l'irritait. Park Ji-gyeon prit une gorgée de son verre et fixa la porte fermée, se disant qu'il était intrigué. La douce et innocente petite chienne veut être mangée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement et une jambe féminine et élancée franchit le seuil. Tari jeta un coup d'œil dans la pièce, ses yeux trahissant un mélange de peur et de curiosité. L'homme fut surpris, même s'il n'avait pas vraiment cru qu'elle ne viendrait pas, pensa-t-il.
Qui était-il pour se priver du plaisir d'accéder à sa demande et de la faire crier? Il s'approcha d'elle tranquillement et lui dit qu'il lui avait demandé de lui envoyer son numéro de compte au lieu de venir ici. Park Ji-gyong passa sa main dans sa nuque pour la masser et remarqua que même si son temps était précieux, il ne valait certainement pas 300 000 wons. La jeune fille resta silencieuse tout le temps, se contentant de le regarder. Il vit l'incertitude dans ses yeux et décida d'aller jusqu'au bout. Desserrant sa cravate, l'homme déclara qu'il était assez autoritaire et ajouta qu'il espérait qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient. Tari commença à douter du bien fondé de sa décision, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Entendant ces paroles, elle déglutit et lui demanda ce qu'il voulait dire. L'homme s'approcha lentement d'elle, inconsciemment, elle recula d'un pas. Il étira ses mots, disant qu'il aimait quand les gens se sentaient impuissants en sa présence. La jeune fille lui lança un regard féroce, décidant qu'elle ne le laisserait pas l'intimider, et lui demanda brusquement ce qu'il voulait dire. Park Ji-gyong remarqua que sa respiration s'accélérait sous l'effet de la peur. Mais sans laisser transparaître la moindre satisfaction face à sa peur grandissante, il lui demanda calmement s'il devait vraiment lui expliquer ce qui allait se passer. Tari appuya ses omoplates contre la porte. N'ayant nulle part où reculer, l'homme appuya sa main contre le mur à côté de sa tête et lui dit qu'il lui donnait une dernière chance de nommer son prix et de partir. Mais la jeune fille était résolue. Elle se dit qu'il essayait délibérément de l'intimider, tentant de conclure un accord qui lui serait profitable, et qu'elle ne céderait pas à ses exigences. Elle leva les yeux vers lui, farouche et déterminée. Voyant son défi silencieux, l'homme sourit et lui demanda si elle était vraiment prête à aller aussi loin. La jeune fille serra nerveusement la sangle de son sac à dos, déglutit avant de répondre qu'en fait, elle était seulement venue lui dire qu'elle n'avait pas l'intention de conclure leur accord aujourd'hui. Mais soudain, Park Ji-gyong attrapa son sac à dos, le lui arracha de l'épaule et grogna qu'il était venu précisément pour cela. Il allait maintenant lui montrer le genre d'homme avec lequel elle avait choisi de jouer. Sa main s'enroula facilement autour de sa taille, l'attirant vers lui. Tari sentit son pouce accélérer et l'air dans ses poumons se raréfier. Elle leva la tête pour croiser son regard, mais il était déjà penché vers elle, ses lèvres se rapprochant. Alors qu'il l'embrassait, la jeune fille repensa à son projet initial, qui était de prendre un verre et de discuter avec lui. Même si elle avait été audacieuse, ce revirement de situation était une première pour elle. Park Ji-gyong tenait la nuque de la jeune fille d'une main et continuait à lui caresser le bas du dos de l'autre, lui donnant la chair de poule. Ses pensées étaient confuses, mais elle se demandait si elle était vraiment prête à faire quelque chose comme ça avec lui. D'un autre côté, elle ne voulait pas y accorder trop d'importance. Elle se mit sur la pointe des pieds, reconnaissant qu'elle ne s'était pas attendue à ce qu'embrasser soit aussi agréable. Et à en juger par son expression, il semblait également satisfait. Pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille se sentait vraiment vivante. Après un moment, l'homme s'éloigna d'elle et passa son doigt le long de sa joue. Puis il effleura doucement sa lèvre inférieure avec son pouce. Curieux de savoir si la jeune fille avait des préférences particulières, Tari rougit et se détourna, répondant qu'elle ne savait pas elle-même. Il n'y avait rien de particulièrement mémorable dans sa vie. Park Ji-gyong poussa un profond soupir et dit que dans ce cas, elle devait savoir qu'il n'était pas le choix le plus approprié. La jeune fille déglutit et répondit qu'elle déciderait elle-même si elle avait fait le bon choix ou si elle avait commis une erreur. L'homme sourit, pensant qu'elle tenait bon après tout. Malgré tous ses efforts, elle refusait de céder. Il l'attira alors dans ses bras et la serra fermement, un regard provocateur dans les yeux, et lui dit que si elle insistait, qu'il en serait ainsi. Un instant plus tard, Tari levait les yeux vers lui, le cœur prêt à bondir hors de sa poitrine. L'homme, conservant un masque de calme, se contenta de dire qu'il était temps de lui montrer quelque chose. Soudain, la jeune fille sentit qu'on la faisait pivoter de 180 degrés. Elle se retourna avec effroi, lui demandant ce qu'il avait l'intention de faire. Park Ji-gyong la dominait de toute sa hauteur, la regardant d'un air froid, et lui dit que, comme promis, il allait lui montrer quelque chose. La jeune fille n'aimait pas cela du tout. Elle se mit à crier que ce n'était pas ce qu'elle voulait et que tout cela lui semblait très étrange. L'homme sourit, pensant qu'il avait enfin réussi à lui faire peur. Ses yeux brillaient lorsqu'il lui demanda de quoi elle parlait. Il l'avait prévenue dès le début, mais elle était restée sans crainte, pleinement consciente de tout. Alors pourquoi faire tout ce cinéma maintenant? Tari sentit ses mains et paniqua. Elle hurla à nouveau, exigeant qu'il arrête. L'homme se figea, satisfait d'avoir réussi à lui donner une leçon, tiraillé entre son désir de terminer ce qu'il avait commencé. La voix pleine de colère, il lui dit qu'il espérait qu'elle avait compris qu'avant d'être audacieuse et de proférer des menaces, elle devait savoir à qui elle avait affaire. Il se leva, jeta les papiers devant elle et lui dit qu'il ne se répéterait pas. Elle devait accepter le marché avec l'argent. Tari s'assit, pressant sa main contre sa poitrine et retenant difficilement ses larmes. Se sentant humiliée et vaincue,
l'homme lui dit d'écrire son numéro de compte si elle ne voulait pas qu'il continue. Elle se mordit la lèvre de frustration, pensant que tout était censé se passer comme prévu, mais que ce salaud l'avait surpassé. La jeune fille lui dit qu'il était insupportable. Tirant sur sa chemise, Park Ji-gyong sourit et répondit qu'il était content qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Tremblant de colère et de douleur, la jeune fille s'assit sur le lit, fixant le contrat tout en continuant à le maudire dans sa tête. En mettant sa montre, l'homme répondit calmement qu'il n'était pas l'un de ces étudiants qu'elle pouvait manipuler. Il avait déjà joué le jeu suffisamment longtemps. Il lui conseilla de signer rapidement les papiers et de partir. Tari cria avec colère qu'elle lui avait déjà dit 100 fois qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Elle lui demanda pourquoi il était allé aussi loin. Soudain, Park Ji-gyong s'approcha rapidement d'elle, lui saisit l'épaule, se pencha vers elle et lui grogna au visage que tout ce qu'elle avait à faire pour le satisfaire était de signer les documents et de lui donner son numéro de compte. La jeune fille recula, effrayée. Il respirait bruyamment et dit qu'il se retenait à grand-peine, car il était déjà en colère au restaurant et maintenant ici. Les choses ne se passaient pas exactement comme il l'avait prévu, et si elle ne signait pas les documents maintenant, il ne pouvait pas promettre qu'il se retiendrait. Tari se mordit la lèvre, réalisant que même si elle ne voulait pas prendre l'argent, la menace qu'il avait proférée la terrifiait également. Voyant qu'elle était sur le point d'accepter, l'homme décida d'aller plus loin et lui dit que même si elle criait, cela ne l'arrêterait pas et personne ne viendrait à son secours. Voyant qu'elle était sur le point d'accepter, l'homme décida d'aller plus loin et lui dit que même si elle criait, cela ne l'arrêterait pas et personne ne viendrait à son secours. Tari le regarda avec colère, réalisant qu'il avait raison et qu'elle l'avait sous-estimé. Un feu de haine s'alluma en elle. L'homme, pendant ce temps, lui dit que si elle ne voulait pas qu'il ruine sa vie, elle ferait mieux de prendre le stylo et de signer l'accord. Elle tremblait de colère et tendit la main vers le stylo et les papiers. Après avoir rapidement noté le numéro de compte, elle jeta le papier à l'homme et lui demanda d'un ton méprisant s'il était content de lui. Ramassant le bout de papier par terre, l'homme saisit calmement le numéro de compte et transféra l'argent. Il dit qu'il n'avait rien contre elle, que c'était simplement la façon dont les circonstances s'étaient déroulées. Puis il l'informa que l'argent serait bientôt sur son compte. La jeune fille continua à le fusiller du regard, de plus en plus furieuse de ne pas avoir obtenu ce qu'elle voulait. Elle était furieuse contre elle-même pour son manque de prudence. Pendant ce temps, l'homme s'assit à côté d'elle et lui dit que puisqu'ils étaient parvenus à un accord, il aimerait lui donner quelques conseils pour l'avenir. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. La jeune fille frissonna à son contact tandis qu'il la fixait de ses yeux verts, un sourire narquois aux lèvres. Il lui dit de ne pas agir de manière aussi imprudente avec qui que ce soit et que si elle voulait tenir bon jusqu'au bout, elle devait acquérir de l'expérience dans la vie. Park Ji-gyong se leva, en partant, dit qu'il espérait qu'elle serait beaucoup plus forte la prochaine fois qu'ils se verraient et qu'il attendait cela avec impatience. Tari le regarda partir avec impatience, et ces derniers mots la laissèrent dans un état second. Elle se sentait épuisée mentalement après une telle rencontre. Tout au long du chemin du retour, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ce procureur était idiot. Soudain, le monde autour d'elle s'illumina de lumière colorée, et la jeune fille leva les yeux, les pupilles dilatées de terreur. Des voitures de police étaient garées devant sa maison et une foule de badauds s'était rassemblée. La jeune fille était terrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Quelque chose était-il arrivé à la maison? Puis, désespérée, elle agrippa la sangle de son sac à dos, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Son père était-il derrière tout ça? Maladre, elle s'approcha de la maison. Ce faisant, les policiers la remarquèrent et lui demandèrent si elle était Tari. Juste derrière eux, son père, inquiet, apparut. Les hommes lui demandèrent s'il reconnaissait sa fille, et il répondit que cela semblait être elle. Puis, soudainement, il se fraya un chemin entre eux et se précipita vers la jeune fille, criant son nom comme un fou. Il attrapa brutalement sa fille et se mit à crier, lui demandant où elle était et pourquoi il n'avait pas vu sa géolocalisation. Sur son téléphone, les yeux de l'homme étaient injectés de sang, comme ceux d'un fou. Il se mit à crier après la jeune fille, lui demandant si elle avait vu l'heure qu'il était, et la secouant par les épaules. Tari, retenant ses larmes et grimaçant sous la poigne de son père, répondit que tout allait bien et qu'il n'était que 9 heures du soir. L'homme ne l'écoutait pas et continuait à crier comme un fou, insistant pour qu'elle réponde toujours à ses appels et rentre à la maison à l'heure. Il lui demanda si c'était vraiment une blague pour elle. Ces paroles, il semblait ne rien remarquer autour de lui à cause de son obsession. Il réprimanda sa fille, lui disant qu'elle était assignée à résidence et qu'elle pouvait oublier l'idée de quitter la maison. Pendant un moment, Tari le regarda avec horreur. Les gens autour d'eux se mirent à chuchoter, disant qu'il avait complètement perdu la tête, qu'il avait appelé la police simplement parce que sa fille adulte était rentrée un peu plus tard que d'habitude.
Tari entendit tout et ressentit un mélange de honte et de ressentiment. Elle en avait assez que son père la contrôle constamment, et maintenant il l'avait humiliée devant tout le monde. Elle cria fort, lui demandant d'arrêter de se comporter ainsi. Elle cria qu'il l'étouffait avec ses restrictions constantes et le supplia de la laisser tranquille. Son comportement ne fit qu'exaspérer davantage l'homme. Soudain, la tête de la jeune fille fut projetée en arrière et sa joue brûla de douleur. Le bruit de la gifle résonna dans l'air. Son père se figea, la main toujours tendue, tandis que les policiers derrière eux restaient stupéfaits, choqués par ce qui venait de se passer. Tari était paralysée d'horreur, pressant sa paume contre son visage brûlant. Elle n'arrivait pas à croire que son père était allé jusqu'à la frapper, et pire encore, que tout le monde autour d'eux avait été témoin de la scène. L'homme ne trouvait pas les mots justes pour se justifier, mais la jeune fille, les larmes aux yeux, le regardait avec amertume. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas être plus déçue par lui qu'elle ne l'était déjà. Elle courut rapidement dans la maison, ne voulant pas être humiliée davantage, ignorant les tentatives de son père pour l'appeler et la supplier de parler. Plus tard, alors que la jeune fille était allongée dans sa chambre, plongée dans l'obscurité totale, sa mère entra et lui demanda si elle allait bien. La femme tenta de défendre son mari, disant qu'elle comprenait que sa fille ait peur, mais que son père s'était vraiment inquiété pour elle et que c'était pour cela qu'il avait perdu son sang-froid. Elle se mit à caresser la tête de sa fille, lui disant que l'homme était tellement bouleversé qu'il avait même pleuré. Elle supplia la jeune fille de le comprendre, car son père l'aimait profondément. Tari resta allongée sans dire un mot. Elle n'était pas surprise que sa mère prenne une fois de plus le parti de son père, mais cela lui faisait tout de même mal et elle ressentait une profonde rancœur. La femme sourit et dit que son père lui avait envoyé un cadeau dans l'espoir de lui remonter le moral. Sans se retourner, la jeune fille interrompit sa mère et lui dit qu'elle n'en voulait pas. Sa mère lui répondit qu'elle laisserait le cadeau sur la table de chevet et que sa fille devait se reposer, puis elle quitta la pièce. Tari s'assit et fixa la petite boîte contenant la montre, se demandant si ce sentiment étouffant était vraiment de l'amour. Elle souhaitait sincèrement ne pas avoir de père. Elle resta assise dans le silence de la pièce, se demandant si elle serait un peu plus libre s'il disparaissait de sa vie. Peu après, la nouvelle a choqué tout le monde, le directeur d'AJU Capital avait détourné 5 milliards de wons, un fait qui a été confirmé lors d'une perquisition. Le père de Tari a été arrêté et inculpé de vol, et l'affaire a été transmise au tribunal. Elle et sa mère étaient sous le choc et désespérées. Lorsque l'homme a été condamné et envoyé en prison pour 7 ans, la jeune fille et sa mère ont tout perdu, se retrouvant littéralement à la rue. La rue, tous leurs amis et leurs proches leur avaient tourné le dos. Ils devaient accepter n'importe quel travail qui se présentait. Leur famille était brisée et leur vie semblait sombrer dans la ruine. 2 ans s'étaient écoulés depuis, et Tari continuait à travailler où elle pouvait, essayant de joindre les 2 bouts tout en essuyant les tables. La jeune fille ne remarqua pas qu'un client ivre la regardait en bavant. Le jeune homme tendit la main pour la pincer, mais quelqu'un l'attrapa soudainement et l'arrêta. Un inconnu plaça un jeton de casino dans la paume du jeune homme et lui dit avec désinvolture qu'il semblait l'avoir laissé tomber récemment. Tari se retourna et remarqua que la main du client était dangereusement proche d'elle. Elle comprit ce qu'il avait essayé de faire. Puis elle détourna le regard et vit Lee Jun. Le beau et charmant jeune homme lui souriait, lui disant qu'il savait que son service était presque terminé, qu'il lui avait acheté son plat préféré et lui proposait de dîner ensemble. Tari était flattée et se calma. Elle sentit une chaleur l'envahir. Touchée que le jeune homme ait pensé à elle, elle rougit et sourit. Elle lui dit qu'elle était heureuse de le voir et que personne d'autre n'aurait pu être aussi attentionné. La jeune fille se rendit aux toilettes pour se rafraîchir le visage et rassembler ses pensées. Elle regarda l'eau couler entre ses doigts. Perdue dans ses pensées, elle se demanda si elle avait su ce qui allait se passer 2 ans plus tôt, elle aurait demandé plus d'argent. Tari se souvint de ses ambitions d'alors et regretta la tournure qu'avaient pris les événements. Elle réalisa également qu'elle n'avait pas revu cet homme depuis. En regardant son reflet dans le miroir, elle se dit qu'elle avait été bien naïve à l'époque. Mais même à ce moment-là, elle ne se doutait pas que la relation douloureuse qu'elle avait établie avec lui ne faisait que commencer. Les 2 hommes sortirent fumer une cigarette. L'un d'eux, assez ivre, plaisanta au sujet du procureur, disant que c'était la première fois qu'il buvait un verre avec des collègues. Le procureur Park Ji-gyong sourit et répondit qu'il était d'humeur à boire aujourd'hui et qu'il avait déjà appelé un chauffeur. Tari et Lee Jun s'assirent en face l'un de l'autre et commencèrent à déballer leur dîner. Le garçon commença à demander à la jeune fille comment allait sa mère, et elle, mâchant sa nourriture, répondit que rien n'avait changé pour l'instant. Elle dit que sa mère restait assise dans sa chambre tous les jours, ne mangeant et ne parlant presque pas. Dans une certaine mesure, Tari pouvait la comprendre, car son père avait été tout pour sa mère, et ce qui s'était passé l'avait brisé. La jeune fille fixa le vide pendant quelques instants,
réfléchissant une fois de plus à sa vie. Lee Jun remarqua l'état de la jeune fille et tenta de la distraire. Il lui sourit, lui servit à manger et lui dit qu'elle devait bien se nourrir et prendre soin d'elle. La jeune fille le regarda avec chaleur. Elle le remercia pour son soutien et pour lui avoir offert un dîner aussi délicieux. Le jeune homme lui rendit son regard chaleureux. Il était amoureux d'elle depuis longtemps, mais n'avait jamais osé lui avouer ses sentiments. À présent, il sentait que le moment était peut-être venu. Mais soudain, le téléphone de la jeune fille sonna. C'était son patron, elle répondit donc. L'homme lui demanda si elle était disponible pour prendre une commande. En apprenant que le client offrait un tarif triple et qu'il appelait d'un quartier riche, la jeune fille fut ravie et accepta. Elle se prépara immédiatement, s'excusant auprès du jeune homme. Mais il lui dit que ce n'était pas grave et qu'il nettoierait lui-même. Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, elle rejeta ses cheveux en arrière et promit que la prochaine fois, c'est elle qui l'inviterait. Lee Jun la regarda avec un regard chaleureux et décida de tenter sa chance une autre fois. Une fois arrivée sur place, la jeune fille appela le client et lui dit qu'elle se trouvait devant l'immeuble indiqué dans la commande. Soudain, elle vit deux hommes escorter une jeune fille très ivre hors d'un restaurant. Pensant que le chauffeur devait être dans les parages, Tari a décidé que ces hommes devaient être ses clients. Elle s'est approchée d'eux, les a salués et leur a demandé s'ils avaient appelé un chauffeur. L'homme plus âgé l'a regardée avec méfiance et lui a demandé si elle était sûre de savoir conduire. Tari a souri et l'a rassurée en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle était une bonne conductrice. Le plus jeune répondit qu'il se sentirait plus tranquille en laissant sa collègue rentrer avec une femme. Il soutenait en fait la jeune fille qui avait tellement bu qu'elle était presque inconsciente. L'homme plus âgé eut un sourire étrange et dit qu'il ne serait pas prudent de la laisser rentrer seule, qu'il l'accompagnerait donc. Son collègue répondit que cela aurait l'air suspect vu de l'extérieur. Pendant que les hommes décidaient quoi faire, une voix masculine s'est soudainement fait entendre derrière Tiré, disant que son chauffeur semblait s'être trompé d'adresse. Elle s'est retournée et s'est figée d'horreur, incapable de croire ses yeux. Devant elle se tenait Park Ji-gyeon. En voyant cet homme, elle a eu l'impression qu'un tsunami venait de la submerger. L'image qu'elle avait de lui a ressurgi dans son esprit, une image qu'elle n'avait jamais pu oublier. Park Ji-gyeon la regarda comme si de rien n'était et lui dit calmement qu'il avait demandé une conductrice. C'est à l'automne qu'il réapparut dans sa vie et la changea à jamais. La voiture filait à toute allure sur l'autoroute. Tari était tendue, serrant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. La jeune fille jetait de temps en temps un coup d'œil à l'homme dans le rétroviseur, mais pendant tout le trajet, il n'avait pas prononcé un seul mot, les yeux rivés sur son téléphone. Soudain, elle entendit sa voix grave, et son corps sembla se parcourir de picotements. L'homme lui dit qu'elle avait mentionné qu'elle était une bonne conductrice, mais à en juger par sa conduite, ils allaient bientôt avoir un accident. La jeune fille s'excusa, mais l'homme poursuivit la conversation en lui demandant comment elle allait depuis tout ce temps. Il mentionna qu'il avait entendu parler de ce qui était arrivé à sa famille. Tari se raidit et répondit qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait parler de cela à personne. L'homme continua à regarder son téléphone et dit qu'il la comprenait. Puis il lui demanda pourquoi elle n'avait pas terminé ses études, se demandant si elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. La jeune fille répondit qu'elle n'avait pas terminé non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas. Park Ji-gyeon lui demanda calmement pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide, au moins à lui. En entendant cela, elle laissa échapper un petit rire moqueur et lui demanda pourquoi elle aurait dû penser à lui. Après tout, ils étaient des étrangers. Sans quitter l'écran de son téléphone des yeux, l'homme répondit qu'il ne les considérait pas comme des étrangers. Après tout, ils avaient passé la nuit ensemble dans un hôtel. La jeune fille se mit en colère et lui répondit sèchement qu'elle avait déjà dépensé les 300 millions. Elle le remercia sarcastiquement et ajouta qu'elle se débrouillerait seule à partir de maintenant. L'homme la regarda enfin avec un regard perçant et remarqua qu'elle avait mûri avec le temps, mais qu'elle avait aussi été suffisamment humiliée. Il s'est confortablement installé sur le siège arrière, l'observant d'un regard détendu, et lui a calmement fait remarquer qu'elle devrait être honnête avec lui et lui dire ce qu'elle voulait vraiment. Tari a brusquement freiné, s'est retournée avec rage et lui a rétorqué qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne, encore moins de lui. Park Ji-gyeon se pencha en avant, tendit la main pour saisir une mèche de ses cheveux, très lentement, la laissant glisser entre ses doigts. Sa voix resta calme et basse. Il fixa son regard prédateur sur elle, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, et lui demanda si elle voulait qu'il l'aide à faire sortir son père de prison. Tari le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes de stupéfaction. La jeune fille le regardait avec des yeux épuisés, comme si c'était une sorte de blague ou un mauvais rêve. Elle se demandait si elle avait imaginé tout cela. L'homme fixait ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Le feu vert s'alluma et il lui ordonna de continuer à rouler en lui disant de s'arrêter en chemin. Tari conduisait machinalement, se sentant piégée. Le poids de la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. La voiture s'arrêta bientôt sur le pont. Park Ji-gyeon sortit pour fumer,
contemplant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. La jeune fille resta assise dans la voiture, la tête appuyée sur le volant, l'observant attentivement. Il était toujours aussi beau, et tout semblait lui réussir, contrairement à elle. Elle se dit qu'il avait raison quand il avait dit que ces 2 dernières années avaient été une période humiliante pour elle, mais au moins, quelque chose avait changé. Maintenant, elle voyait des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Son regard arrogant qui méprisait tout le monde, et ce sourire narquois mêlé d'un rictus qu'il ne pouvait cacher, malgré tous ses efforts. Tari le regardait maintenant et comprenait à quel point elle avait été aveugle à l'époque. Après avoir fini sa cigarette, l'homme se tourna vers la voiture et croisa le regard prudent de la jeune fille. Il jeta sa cigarette et expira une bouffée de fumée en se dirigeant vers la voiture, sans la quitter des yeux. Park Ji-gyong ouvrit la portière du conducteur et dit à la jeune fille qu'il voulait lui parler. Après tout, cela faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, et ils avaient beaucoup de choses à se dire. Tari agrippa le volant et leva les yeux vers l'homme qui attendait qu'elle sorte de la voiture. Il lui fallut quelques instants pour rassembler ses pensées et prendre une décision. Ils s'assirent tous les deux sur la banquette arrière. L'homme se servit un whisky avec des glaçons et lui demanda si elle était en colère contre lui. Elle répondit d'un ton ennuyé en regardant par la fenêtre. Qu'est-ce qu'un chauffeur pourrait bien avoir contre un client? Il ferma les yeux et l'image de la jeune fille lui revint à l'esprit. Son regard provocateur, la courbe de son sourire narquois, la façon dont elle l'avait regardé comme pour le mettre au défi de perdre le contrôle. Peu importe le temps qui s'était écoulé, elle avait toujours le pouvoir de le déstabiliser. Dans son esprit, Tari apparaissait comme une nymphe taquine, se moquant du procureur intrépide qui fantasmait désormais sur sa proie. Elle souriait, sa voix dégoulinant de sarcasme, lui disant à quel point il était pathétique. L'homme était perdu dans ses rêves éveillés, ses yeux verts embrumés. La Tari imaginaire apparut devant lui, là, dans la salle de bain, ses paroles provocantes ne faisant que faire battre son sang encore plus vite dans ses veines. Park Ji-gyong admit qu'elle n'était plus la fille calme et obéissante qu'il avait connue autrefois. Elle était devenue une véritable prédatrice. La tension quitta son corps par vagues. Pendant 2 ans et 6 mois, il avait enduré le tourment de l'attente. Se retenant, souriant, il repensa au temps qu'il avait passé à attendre qu'elle mûrisse, élaborant soigneusement ses plans diaboliques, et enfin, le moment était venu. De délicats doigts féminins glissèrent une cigarette du paquet. La femme assise en face de Park Ji-gyong lui demanda s'il était contre le fait de fumer. D'un geste rapide, il alluma son briquet et répondit galamment qu'il n'avait aucune objection à ce qu'une dame allume une cigarette. La femme le regarda ouvertement, souriant en disant qu'il savait flatter, l'appelant « Madame ». Elle ajouta qu'un homme comme lui avait probablement une petite amie, ou au moins quelqu'un pour ses loisirs. Mais il répondit que non. Elle fut surprise et lui demanda « Et vous, alors ?» Park Ji-gyong la regarda d'un air appréciateur et répondit qu'aucun homme ne refuserait. La femme rit d'un air coquet et demanda soudain au procureur s'il jouait au golf. Il répondit qu'il aimait bien jouer de temps en temps. Elle se pencha vers lui et lui dit que c'était merveilleux, l'invitant à jouer ensemble un jour. Mentionnant qu'elle était propriétaire d'un terrain de golf, l'homme fit glisser le cendrier vers elle et remarqua qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était une femme aussi riche. Il lui demanda le nom de son terrain de golf, ce à quoi la femme répondit avec suffisance qu'il s'appelait Condor et qu'il en avait probablement entendu parler. Park Ji-gyong répondit que c'était trop cher pour lui, ce à quoi la femme répondit avec un sourire narquois en lui assurant qu'elle ne lui demanderait pas d'argent. Lorsqu'il lui demanda comment elle gagnait sa vie, elle lui expliqua avec enthousiasme son système de sous-traitance, grâce auquel elle aidait à blanchir l'argent de ses clients. Elle utilisait également le terrain de golf pour séduire des personnes qui pouvaient lui être utiles. Satisfaite d'elle-même et éblouie par sa galanterie, la femme lui révéla avec enthousiasme toutes les informations sur les sommes d'argent qu'elle avait réussi à gagner. Elle mentionna également qu'ils accueillaient fréquemment des hauts fonctionnaires et veillaient à bien les servir. Lorsqu'elle entendit l'homme lui demander de lui fournir une liste de ces personnes haut placées, elle se figea et le regarda avec confusion. Park Ji-gyong éteignit froidement sa cigarette en la regardant dans les yeux. Il lui dit que ce qu'elle lui avait si volontiers révélé s'appelait une caisse noire et qu'elle devait se mettre à l'aise car son interrogatoire avait déjà commencé. Alors qu'il sortait de la salle d'interrogatoire, ses collègues lui tapèrent dans le dos en le félicitant pour son professionnalisme. Ayant facilement déjoué la femme et obtenu toutes les informations nécessaires, l'un des hommes admit qu'il ne s'attendait pas à un tel professionnalisme de sa part. Il avait supposé que Park Ji-gyong n'avait gravi les échelons que grâce à son père célèbre, mais il voyait maintenant qu'il s'était trompé. Le procureur regarda son jeune collègue avec scepticisme. Ce dernier rougit, lui tapota l'épaule et dit qu'il venait de faire une blague malheureuse. Mais l'homme ne répondit pas. Finalement, tout le monde décida de se rendre à la fête organisée au bureau pour célébrer le succès de l'interrogatoire. Soudain, le téléphone de Park Ji-gyong vibra,
S'excusant auprès de ses collègues, il dit qu'il avait malheureusement encore du travail et qu'il ne pourrait pas se joindre à eux. Lorsque les hommes furent partis, il sortit son téléphone et, l'air satisfait, constata que c'était exactement ce qu'il attendait. Un sourire narquois se dessina sur son visage lorsqu'il reçut un SMS contenant l'adresse d'un club de jeux clandestin où travaillait Harry. D'humeur joyeuse, il se dirigea vers la sortie, sachant que cette soirée allait être intrigante. Harry était en train de nettoyer le sol lorsque son patron, qui l'observait attentivement, lui demanda soudain pourquoi elle s'habillait toujours de manière si modeste alors qu'elle avait une si belle silhouette. La jeune fille lui jeta un regard indifférent et répondit que son choix vestimentaire était une préférence personnelle et qu'elle se sentait simplement à l'aise ainsi. L'homme lui fit signe de s'en aller et lui dit que pour une femme, avoir une éducation ou un travail n'avait aucune importance. L'essentiel était d'être gentille et d'avoir une belle silhouette. Il se mit à lui dire qu'elle devrait commencer à porter des vêtements plus moulants et des jupes plus courtes. Ainsi, elle trouverait plus vite un homme et se marierait. Cela commença à l'irriter, et elle regarda cet homme audacieux avec un mépris total. Elle lui a demandé fermement de s'abstenir de faire des remarques aussi directes à son égard, affirmant que c'était son affaire et qu'elle déciderait elle-même comment s'habiller. L'homme l'a regardée avec surprise. L'homme insolent Harry et lui a dit de se détendre, insistant sur le fait qu'il plaisantait. Il lui a ensuite demandé si elle ne s'amusait pas, car lui, en tout cas, s'amusait beaucoup. La jeune fille a répondu qu'elle ne s'amusait pas du tout. L'homme s'approcha d'elle, toujours en riant, et désigna son propre visage amusé. Le dégoût monta en elle alors qu'elle le regardait, étudiant attentivement son visage. L'homme ricana et remarqua que de près, elle était en fait plutôt jolie, ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Harry ne répondit pas, continuant à le regarder avec dédain et méfiance, ses doigts se crispant autour du balai. La jeune fille tendit soudainement son petit doigt et lui demanda s'il était gros ou petit. L'homme la regarda avec confusion et lui demanda de quoi elle parlait. Elle pointa son doigt vers lui et dit qu'il était probablement assez petit, puis elle sourit narquoisement. L'homme rougit de colère et se mit à lui crier dessus, lui disant qu'elle avait perdu la tête et qu'il pouvait lui prouver que ce n'était pas le cas. Harry retira sa main, lui souriant gentiment, répondit qu'elle plaisantait. Elle ajouta que c'était vraiment drôle et lui demanda pourquoi il ne riait pas. Il leva brusquement la main, avec un juron vicieux, la balança vers elle, prêt à la punir. La jeune fille ferma les yeux, se préparant à la douleur, mais rien ne vint. Au lieu de cela, elle entendit une voix familière. Elle ouvrit les yeux avec stupéfaction, figée, la bouche grande ouverte, incapable de croire qu'elle revoyait cet homme. Park Ji-gyong s'interposa entre elle et le patron et le frappa. Il retira soigneusement sa montre et, avec un sourire narquois, demanda à la jeune fille ce qu'il adviendrait de sa réputation de procureur de haut rang si elle continuait à travailler dans un endroit pareil. Un bruit sourd retentit, et le patron de la jeune fille tomba au sol dans un fracas, se tenant la mâchoire, se frottant la mâchoire endolorie et crachant du sang. L'homme grogna de manière menaçante, demandant à Harry qui était cette personne et comment elle était arrivée là. Park Ji-gyong alluma une cigarette et demanda calmement à l'homme qu'il avait récemment rencontré à Guangzhou lors de son voyage en Chine. Le patron, choqué, demanda comment il était au courant. Saisissant l'homme par le visage, le procureur le força à le regarder dans les yeux et lui demanda s'il avait rencontré Monsieur Yango. Les yeux de l'homme se remplirent de panique et il balbutia qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Park Ji-gyong expira la fumée, le fixant intensément, et dit que Monsieur Yango avait été arrêté par la police pour trafic de drogue, et que comme cela était passible de la peine de mort en Chine, il avait accepté de fournir une liste de complices en échange de son retour en Corée. Les yeux du patron se mirent à papillonner, paniqué. Le procureur a ajouté calmement que son nom, Yang Seung-in, figurait également sur cette liste et lui a demandé ce qu'il avait à dire à ce sujet. Harry observait attentivement, écoutant chaque mot. Elle se demandait si c'était vraiment une coïncidence qu'il soit à nouveau là, qu'il soit justement en train d'interroger son patron. Était-ce une simple coïncidence qu'il réapparaisse à son travail, ou y avait-il autre chose? Harry sentit un malaise monter en elle. Pendant ce temps, le procureur continua d'interroger le patron et lui demanda s'il se sentait coupable de son comportement. L'homme gémit pitoyablement et répondit qu'il avait tort. Ses yeux verts brillaient de satisfaction. Relâchant l'homme, il lui demanda s'il trouvait toujours amusant de se moquer de ceux qui étaient plus faibles que lui. Avec un sourire narquois, il remarqua que l'homme avait l'air tout à fait pathétique. Jang Sanjin était assis par terre, luttant pour reprendre son souffle et tousser pour faire passer la douleur persistante. Park Ji-gyong se pencha vers lui, une lueur inquiétante dans les yeux, et lui dit qu'il aussi, il plaisantait, et que ce salaud devrait rire sincèrement. Harry regarda la scène avec dégoût, pensant que le procureur n'était pas mieux que son patron. Elle murmura qu'il était tout aussi fou. Soudain, comme s'il se souvenait d'elle, l'homme se retourna et se leva, se dirigeant vers elle. La jeune fille se figea, ne sachant pas ce qu'il avait en tête. Mais alors qu'il s'approchait,
il dit simplement qu'il avait faim et l'invita à manger avec lui. Alors qu'elle restait là, tendue et nerveuse, l'homme sourit et dit qu'ils avaient quelque chose à se dire. Au bout d'un moment, les jeunes gens étaient assis dans un restaurant. Tari remercia l'homme de l'avoir sauvé de son patron. Elle le regarda sous ses sourcils et lui demanda si c'était vraiment une coïncidence qu'il se soit retrouvé sur son lieu de travail. L'homme coupa calmement son steak et lui demanda si elle croyait que c'était une coïncidence qu'il ait appelé un chauffeur qui se trouvait être Tari. Était-ce une coïncidence qu'il se soit retrouvé dans la salle de jeu où elle travaillait? Et pensait-elle qu'il avait simplement deviné le nom de son patron? Il lui dit que si cela la rassurait, elle pouvait considérer tout cela comme une série de coïncidences. La jeune fille, mal à l'aise, lui demanda brusquement pourquoi il était apparu si soudainement dans sa vie. Park Ji-gyeon coupa un morceau de viande, le porta à sa bouche et dit calmement que quelque chose avait mûri et qu'il était en dégoûté. Tari était assise, tendue, serrant les poings sous la table. Après avoir fini de mâcher, l'homme dit calmement qu'il aimait que les gens le craignent, qu'il soit coupable ou non. Il leva ses yeux vers perçants pour rencontrer l'hostilité de la jeune fille. Soupirant, il dit qu'il y avait une personne qui, quoi qu'il fasse, ne montrait jamais le moindre signe de peur, et cela l'intriguait. Tari comprit qu'il parlait d'elle, et une fois de plus, elle fut convaincue qu'il n'était qu'un psychopathe malade. Elle se mit en colère et lui dit fermement d'arrêter de tourner autour du pot et de dire ce qu'il voulait d'elle. Elle s'adoucit soudainement et dit qu'il y a 2 ans, il avait essayé de régler les choses avec elle, mais qu'il voulait maintenant obtenir ce qu'il avait refusé à l'époque. Elle lui demanda si une fois suffirait pour qu'il la laisse tranquille. Tari se moqua de lui avec espièglerie, feignant l'excitation en disant qu'elle trouvait très touchant qu'il ait passé 2 années entières à essayer de la reconquérir. Elle prenait un réel plaisir à se moquer de lui. Prenant un air triste, elle dit que cela lui brisait le cœur. Park Ji-gyeon resta calme, la laissant savourer sa victoire illusoire. Puis, cachant un sourire narquois derrière un sourire doux, il lui demanda si elle se sentait vraiment désolée pour lui. Elle pouvait peut-être simplement acquiescer. La jeune fille le regarda avec mépris, pensant qu'il n'avait pas changé du tout. Pendant ce temps, l'homme, faisant tourner son verre de vin avec désinvolture, dit qu'en réalité, il l'avait invitée là pour discuter d'autre chose. Soudain, il dit qu'il voulait parler de l'affaire de son père. Il lui demanda si elle ne trouvait pas l'affaire suspecte. En entendant cela, la jeune fille se raidit. Selon lui, son père n'était devenu qu'un pion. Il dit que certains éléments de preuve lui semblaient suspects et qu'après avoir approfondi l'affaire, il avait découvert que l'accusé était en réalité quelqu'un qui n'avait aucun lien avec celle-ci. Il dit que même si la corruption sévissait dans leur pays, en tant que procureur, il ne pouvait rester indifférent. C'est pourquoi il avait décidé de l'aider. Les larmes coulaient sur les joues de Tari tandis qu'elle serrait les dents, incapable de croire ce que disait cet homme. Était-il possible que son père soit innocent et que leur famille ait été détruite par le caprice de quelqu'un d'autre? La jeune fille sentit l'air se raréfier dans ses poumons et une boule se former dans sa gorge. Elle baissa la tête, respirant par la bouche tandis que les larmes l'étouffaient. Elle ne pouvait pas y croire. Si c'était vrai, pourquoi sa famille souffrait-elle encore? Park Ji-gyeon savourait son apparence désespérée. Savourant l'instant, il lui demanda s'il pouvait lui poser à nouveau la même question. La jeune fille leva les yeux, le regard vague, avec un sourire satisfait. L'homme continua à faire tourner son verre de vin et lui demanda si elle voulait qu'il l'aide à libérer son père. Il pouvait déjà goûter la victoire. Tari sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'idée que son père ait pu être accusé à tort et purger maintenant une peine injuste la consumait. La possibilité que sa famille retrouve son ancienne vie la submergeait. Elle serra les poings et lui demanda pourquoi il voulait l'aider. Avant qu'il ne puisse répondre, elle l'interrompit, lui lançant qu'elle ne voulait pas entendre ses absurdités sur son sens de la justice. Park Ji-gyeon garda son regard satisfait et scrutateur fixé sur elle, restant silencieux pendant quelques instants. Puis, avec une expression innocente, il lui demanda s'il ne lui avait pas déjà dit qu'il voulait simplement passer un peu de temps avec elle. Si elle n'y voyait pas d'inconvénient, bien sûr. Tari le regarda avec lassitude, songeant à la façon dont il parlait toujours aussi ouvertement de ce qu'il désirait. Elle réalisa soudain que cette lutte était perdue d'avance. Après tout, il avait un appât auquel elle ne pouvait résister. Avec un sourire satisfait, il lui demanda quelle serait sa réponse. Il savait que c'était une question rhétorique. Il voulait simplement savourer le désespoir qui se lisait sur son visage. Tari sourit narquoisement et grimaça de mépris. Elle décida qu'elle ne lui donnerait pas le plaisir de montrer son désespoir, ni ne le supplierait de lui accorder sa miséricorde. La jeune fille le regarda hardiment dans le silence assourdissant. Un simple « oui ». L'expression de Park Ji-gyeon se durcit. Elle l'avait une fois de plus surpassé. Même dans une affaire aussi insignifiante, elle ne s'était pas soumise à lui et avait fièrement relevé la tête. Cela le mit en colère, mais en même temps, cela ne fit que le pousser davantage à continuer leur jeu. L'homme se leva brusquement de table et dit que dans ce cas, elle devait se préparer et le suivre.
La jeune fille le regarda avec confusion tandis qu'il passait sa veste sur ses épaules. L'homme répondit calmement que cet établissement était également un hôtel. La femme était assise sur le rebord de la baignoire dans la suite présidentielle du même hôtel où ils avaient séjourné 2 ans auparavant. Elle pensait que l'homme avait tout planifié minutieusement, vu qu'il s'était retrouvé ici, il était rusé, mais elle savait qu'il était vraiment capable de faire libérer son père de prison et cela l'irritait. Cet homme était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il allait même jusqu'à la faire chanter pour qu'elle passe du temps avec lui. Pouvait-on encore l'appeler procureur après cela? Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvrit et l'homme déclara qu'il était venu vérifier si tout allait bien. Voyant que la jeune fille était simplement assise, il lui demanda si elle était venue au sauna et lui dit de se dépêcher. Thérèse lui demanda avec colère s'il ne savait pas qu'il fallait frapper avant d'entrer. Elle lui demanda ce qui pouvait bien lui arriver dans la salle de bain, en le regardant avec irritation. Elle ne voulait pas le voir, même s'il fut un temps où elle attendait leur rencontre avec impatience. Il était comme un rhume qui arrivait rapidement et disparaissait tout aussi soudainement. À l'époque, quand elle le regardait, quelque chose en elle s'enflammait. À ce moment-là, ses sentiments étaient nouveaux pour elle et l'intriguaient, mais maintenant, elle ne supportait plus de le regarder. Park Chi-young se retourna et lui dit de se dépêcher. La jeune fille se dit qu'elle ne savait même pas ce qui l'avait attiré chez lui. À l'époque, elle avait essayé de se ressaisir, se convainquant qu'il ne s'agissait que d'un accord et que sa première expérience de ce genre n'avait pas nécessairement quelque chose de spécial. La porte grinça. L'homme était assis dans son fauteuil, sirotant tranquillement son whisky. Il jeta un regard scrutateur à la jeune fille, Thérèse, qui se tenait nerveusement debout, passant d'un pied sur l'autre, et lui demanda ce qu'il attendait d'elle. L'homme l'observait attentivement tandis qu'elle s'agitait nerveusement, agrippant le bord de sa chemise. Il sourit et dit que toutes ces fanfaronnades précédentes ne semblaient être que des paroles en l'air. La jeune fille se mordit la lèvre, le regardant avec un mélange de peur et d'irritation. Chi-young prit un air impassible et joua avec les cailloux. Il dit qu'il attendait qu'elle essaie de l'amuser. La jeune fille se mordit à nouveau la lèvre pour ne pas s'énerver et répondit que ce serait plus facile pour elle s'il lui disait ce qu'il préférait. Les yeux de l'homme brillèrent, s'installant plus confortablement, il soupira et dit que dans ce cas, elle devrait lui montrer ce que signifiait vraiment le service à la clientèle dont elle s'était inventée. Essayant de paraître confiante, la jeune fille s'avança vers lui. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle décida de le faire. Elle s'approcha de lui et s'agenouilla. L'homme resta assis, immobile. Il la regardait avec confiance, savourant le fait qu'elle était désormais sous son contrôle. La nuit devint le moment où il parvint enfin à réaliser son rêve. Les images et les désirs qui avaient tourmenté son esprit pendant les 2 dernières années s'évanouirent lorsque le soleil se leva et illumina la pièce. L'homme fut réveillé par l'alarme de son téléphone. Il se redressa dans son lit et regarda autour de lui. Ri n'était pas là. Il attrapa un paquet de cigarettes et tira une longue bouffée. Il jeta un nouveau coup d'œil dans la pièce et remarqua enfin un mot sur la table de chevet. La jeune fille écrivait qu'elle avait rempli sa condition et qu'elle confiait désormais le sort de son père entre ses mains, espérant qu'il l'aiderait. Park Chi-young expira une bouffée de fumée et sourit en pensant qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille ait des manières aussi horribles. Elle ne savait toujours pas qu'il n'en avait pas encore fini avec elle. Quelques jours plus tard, les collègues du procureur étaient assis dans le bureau et chuchotaient entre eux à propos de son apparence et de son comportement. Étrangement, l'homme était assis à son bureau, pensif, regardant le nombre d'appels auxquels la jeune fille n'avait toujours pas répondu, incapable d'en supporter davantage. Il finit par frapper du poing sur le bureau et se dirigea vers la sortie, souhaitant une bonne journée à ses collègues. Kyung décida qu'il était temps d'arrêter de jouer au jeu du silence. Il savait ce qu'il devait faire pour que les filles cessent de l'ignorer, et il était déterminé à mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, Thérèse était chez elle, alitée, malade. La jeune fille luttait depuis près d'1 semaine pour se remettre. Elle avait des courbatures et la fièvre ne baissait pas. Elle ne répondait pas aux appels du procureur, sachant qu'il ne croirait pas qu'elle était tombée malade. Après l'avoir rencontrée, la seule personne avec qui elle communiquait était Lee Jun. Elle lui avait parlé de sa maladie et lui avait dit qu'elle reprendrait le travail dans quelques jours. La jeune fille décida de considérer les événements des derniers jours comme un cauchemar et espéra que tout irait mieux une fois qu'elle aurait reposé. 4 jours plus tard, elle était de retour au travail lorsqu'elle entendit soudain une voix familière et agréable. Lee Jun serra la jeune fille dans ses bras et lui dit avec inquiétude qu'elle avait beaucoup maigri. Il lui demanda si elle n'avait rien mangé. Au cours des derniers jours, Thérèse avait ressenti sa chaleur et son attention, et elle se sentait incroyablement à l'aise et calme à ses côtés. Elle essaya de le rassurer avec un faible sourire. Elle lui dit qu'elle allait bien. L'homme continua à la tenir par les épaules et lui dit qu'il s'était fait beaucoup de soucis pour elle, que sa voix au téléphone semblait celle d'une personne à l'article de la mort. La jeune fille était profondément touchée qu'il y ait quelqu'un dans sa vie qui se soucie sincèrement d'elle. Elle rougit et s'excusa de l'avoir inquiétée, mais soudain,
Elle se figea sur place, un frisson lui parcourant l'échine. Pendant que l'homme continuait à parler, la jeune fille ne pouvait détacher son regard de la porte d'entrée. Lee Jun disait que son patron avait même essayé de découvrir qui était l'homme qui l'avait emmené ce jour-là. Il pensait qu'il s'agissait d'un étranger qui voulait lui faire du mal, mais il était maintenant soulagé de savoir qu'il s'était inquiété pour rien. Park Chi-young apparut derrière lui. Son ami lui dit que sa cousine était venue tôt le matin et l'avait cherché. L'homme se pencha vers la jeune fille et elle recula instinctivement, comme si elle priait devant un chasseur. Il la salua et lui demanda si elle avait été très malade. 6 heures plus tôt, le procureur était assis à son bureau, le regard pensif, fixé sur son téléphone. Sa mère et son frère aîné chuchotaient à propos de quelque chose d'étrange qui lui était arrivé. Soudain, l'homme annonça qu'il allait bientôt amener quelqu'un vivre avec eux dans leur maison. Ses proches le regardèrent avec surprise et lui demandèrent de qui il parlait. Ils étaient curieux de savoir s'il s'agissait d'un de ses clients. Tout ce que Park Ch-young répondit, c'est qu'il l'amènerait aujourd'hui et leur demanderait de préparer une chambre pour elle. Sa mère le regarda avec stupéfaction et commença à lui demander ce que tout cela signifiait, mais l'homme se dirigeait déjà vers la sortie, jugeant inutile d'en dire plus. Et ainsi, 6 heures plus tard, il était assis à son bureau avec Ri et lui disait qu'il était vraiment désolé qu'elle soit tombée malade, mais qu'elle devait quand même répondre à ses appels même si elle ne se sentait pas bien, car c'était à cause d'elle qu'il avait dû faire ce long voyage pour venir la voir. La jeune fille ricana et répondit que malheureusement, elle avait été tellement malade qu'elle n'était pas en état de prendre des appels. L'homme plissa les yeux et la regarda attentivement. Elle continua à se montrer insolente et à le défier. Il sourit alors et dit que sa maladie semblait dépendre de la personne qui l'appelait, laissant entendre qu'il savait qu'elle avait parlé à Lee Jun. Tae-gyum la regarda sévèrement et lui demanda si elle était sûre de vouloir aider son père. Après tout, contester le verdict dans une affaire contre une grande entreprise n'était pas une mince affaire. La jeune fille comprit qu'il avait un moyen de pression sur elle et répondit qu'elle était désolée et qu'elle ne l'ignorerait plus à l'avenir. L'homme actionna le briquet et dit que si elle comprenait la situation dans laquelle elle se trouvait à partir d'aujourd'hui, elle ne travaillerait plus au casino. Le regarda en retenant difficilement ses larmes, prise d'un sentiment d'impuissance. Il lui dit qu'il faisait son travail, mais que si elle pensait avoir déjà fait le sien, elle se trompait lourdement. Il se cala dans son fauteuil et lui dit d'aller voir son patron et de lui dire qu'elle démissionnait, à moins qu'il ne veuille fermer l'établissement, ne lui laissant alors aucune autre option. Park Chi-young l'observait attentivement, pesant ses mots, lui demandant si elle ne regretterait pas cette décision, sachant que son ami Lee Jun se retrouverait également sans emploi. Il semblait avoir une relation assez étroite. Tae-re le fixa désespérément, réalisant qu'il avait gagné cette bataille, mais l'homme continua en disant qu'elle devait également régler ses problèmes chez elle. Il la transperça d'un regard perçant, éteignit sa cigarette et lui dit de finir son travail ici, ajoutant qu'il l'attendrait dans la voiture dans 15 minutes. Terry tremblait de colère. Elle ne comprenait pas pourquoi il insistait pour qu'elle quitte son travail et ce qui n'allait pas chez elle. En regardant l'homme quitter l'établissement, la jeune fille décida que, pour commencer, elle devait sortir de là le plus vite possible. Elle sortit par la porte arrière derrière le bâtiment et essaya frénétiquement de trouver où elle pouvait aller. Ses jambes l'éloignaient de plus en plus de son travail. Elle devait trouver un endroit où il ne pourrait pas la retrouver. Retenant ses larmes, Terry se demanda s'il existait un endroit où Park Chi-young ne pourrait pas la retrouver. Soudain, elle entendit quelqu'un l'appeler. Elle leva les yeux. Dieu merci, c'était Lee Jun, qui lui demandait si sa conversation avec son cousin s'était bien passée. La jeune fille fut soulagée de voir que c'était lui, le chef gentil et chaleureux. Juno Pa. Elle décida que c'était un signe du ciel. L'homme l'emmena chez lui. Sa mère se révéla très gentille et accueillante. Elle fut profondément émue par la situation de la jeune fille et lui dit qu'elle pouvait rester chez eux aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Lee Jun prépara un merveilleux dîner et ils s'assirent tous ensemble pour manger. Terry n'avait pas ressenti une telle chaleur et une telle attention depuis longtemps. Elle les remercia pour tout et commença à manger. L'homme lui sourit chaleureusement et lui demanda si elle aimait ça. Il rayonnait de lumière et de chaleur. La jeune fille sourit sincèrement et répondit qu'il cuisinait vraiment très bien. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait calme et heureuse. Mais soudain, son téléphone sonna. C'était sa mère, et la jeune fille fut surprise qu'elle appelle si tard. En un instant, le monde de Terre s'écroula à nouveau. Sa mère lui dit que le procureur était venu la voir et avait promis de l'aider à faire sortir son père de prison. La femme était remplie d'espoir, incapable de croire à une telle chance, tandis que le cœur de la jeune fille battait à tout rompre. La jeune fille courut vers le commissariat, paniquée, criant et cherchant sa mère qui était entrée dans le bureau du procureur. Elle entendit sa voix, avec un sourire narquois. Il dit qu'elle était partie depuis un bon moment. Il se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, appuyé contre le bureau, arborant un sourire satisfait.
Terry courut vers lui en criant et en exigeant de savoir ce qu'il avait dit à sa mère et ce qu'il lui avait fait. Elle lui demanda si toute sa famille n'était qu'une plaisanterie pour lui. L'homme expira simplement et répondit calmement qu'elle aurait dû l'écouter quand il était encore gentil avec elle. Puis il se pencha vers elle et lui demanda d'une voix grave comment elle avait osé lui échapper. Voyant que la jeune fille le fixait d'un air provocateur, il lui murmura que ses actions allaient désormais déterminer non seulement le sort de son père, mais aussi celui de sa mère. Thierry se figea, incapable de croire que ce psychopathe puisse aller aussi loin. Peu après, la mère de la jeune fille entra dans le bureau du procureur et aperçut sa fille. Elle lui demanda quand elle était arrivée. La femme lui demanda ensuite où elle était pendant tout ce temps. Elle était tellement heureuse que le procureur l'ait contactée. La mère de la fillette fut surprise d'apprendre qu'il était en fait le frère aîné de sa camarade de classe et demanda pourquoi TRE ne lui avait pas mentionné un détail aussi important. La jeune fille regarda sa mère en pensant à quel point elle aurait aimé lui dire quel genre d'homme était vraiment cet homme, mais elle ne put en rien. C.H. Young adopta une expression étrangement amicale et dit qu'il ne s'était pas parlé depuis longtemps. Il proposa ensuite à la femme de s'asseoir. L'homme commença par dire qu'il s'intéressait beaucoup à l'affaire du père de Thierry et qu'il s'y était désormais pleinement investi. Il était convaincu qu'ils étaient prêts à déposer une demande de révision du dossier. La femme ne put retenir ses larmes et se mit à le remercier. Elle lui assura que son mari n'était pas le genre de personne capable de commettre les actes dont il était accusé. Elle lui demanda si toutes les charges seraient abandonnées. Après avoir examiné le dossier, l'homme sourit, avec une expression bienveillante, répondit qu'il ferait en sorte que ce soit le cas. La mère de la jeune fille s'est levée du canapé et s'est inclinée devant lui en signe de gratitude, lui disant qu'il était une véritable bénédiction pour leur famille. L'homme a souri. Il était satisfait de voir Thérèse serrer les poings de colère et lui lancer des regards hostiles. Elle a croisé son regard sinistre, qui semblait lui dire qu'elle devait regarder et être aussi reconnaissante que sa mère, qui commençait à trembler de rage. L'homme sourit et dit à la femme de se calmer, qu'il n'avait pas besoin de gratitude. Il voulait juste faire son travail. Puis il sourit soudainement et dit que pendant la durée de l'enquête, il serait préférable qu'il change de lieu de résidence. Il s'était déjà occupé de leur sécurité et avait trouvé un logement pour chacun d'entre eux. La femme essuya ses larmes et demanda avec surprise ce qu'il voulait dire, pourquoi elle et sa fille devaient vivre séparément. Les yeux de PX Young brillèrent et il répondit d'un ton mielleux qu'il savait que Madame Eo Juma était très occupée. Il avait même entendu dire que Thierry était malade depuis plusieurs jours et qu'elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Cela l'avait inquiété. De plus, il était surpris que la mère ne sache pas que sa fille travaillait dans un club de jeu illégal. La femme eut le souffle coupé et se couvrit la bouche de la main. Au final, il ne fallut que 7 minutes à ce psychopathe pour convaincre la mère de la jeune fille qu'il valait mieux que Terre reste chez lui. La jeune fille était assise, paniquée, essayant de comprendre pourquoi il faisait tout cela. Quel avantage en tirait-il ? Pourquoi se donner tant de mal juste pour la récupérer ? Tandis qu'elle écoutait du coin de l'oreille, l'homme faisait semblant d'être une personne respectable et disait qu'il enverrait son adresse à sa mère. La femme le remercia et lui demanda de prendre soin de sa fille. La panique envahit la jeune fille et elle baissa la tête en essayant de respirer autant que possible par la bouche. À ce moment-là, sa mère lui dit qu'elle allait aux toilettes et qu'elle l'attendrait à la sortie du commissariat. Réalisant trop tard, Terry se précipita vers la sortie pour rattraper sa mère. Elle ne voulait pas rester seule avec cet homme, mais Young fut plus rapide. Il anticipa ses intentions, lui ferma la bouche d'un baiser et la plaqua contre la porte. Après avoir fermé la porte du bureau, elle répondit à son baiser lorsque ses mains commencèrent à se permettre trop de liberté. La jeune fille lui donna une gifle retentissante. Elle lui cria avec colère. Pourquoi insistait-il pour qu'elle vive chez lui ? Avait-il vraiment l'intention de se servir d'elle ? La joue de l'homme était rouge et palpitante. Il la regarda en silence pendant quelques instants. Puis il lui prit soudain les mains et lui dit qu'il lui avait toujours dit de faire de son mieux. La meilleure chose qu'elle ait faite était de l'avoir fait tomber amoureux d'elle. La jeune fille le regarda comme s'il était fou. Il ne pouvait pas savoir ce qu'était l'amour, sinon il ne l'aurait pas traité ainsi. L'homme n'arrêtait pas de lui dire à quel point elle était fascinante. Il embrassa doucement ses paumes en lui disant qu'il se sentait très mal ces derniers jours. Pendant un instant, elle crut qu'il était sincère. Puis ses yeux s'illuminèrent d'une lueur folle. Il l'attira vers lui en souriant. Il lui dit étrangement qu'il éprouvait maintenant des sentiments incroyables à son égard. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle avait des sentiments contradictoires à son égard. Elle le craignait et le méprisait, mais dès qu'il l'embrassait, tout cela n'avait plus d'importance. Terry le repoussa à nouveau et lui cria d'arrêter tout ça. L'homme respirait bruyamment et la regardait, fasciné, en lui disant qu'elle le rendait fou. Elle l'observait avec satisfaction. Il souriait, ravi qu'elle succombe à son charme dans un moment pareil. Puis, soudain, elle attrapa sa cravate et l'attira vers elle pour l'embrasser. Au bout de quelques instants,
Une douleur aiguë transperça la lèvre de Park Ji-young, qui s'écarta en essuyant le sang. Il sourit à la jeune fille et lui dit qu'elle jouait la comédie. Curieusement, la jeune fille s'essuya les lèvres avec le dos de la main et répondit qu'elle savait qu'il aimerait ça, puis se figea en entendant une voix familière. À ce moment-là, Madame Sayo Jumin essayait d'ouvrir la porte. Thierry sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait pas laisser sa mère découvrir ce qui s'était passé entre elle et le procureur, alors elle couvrit sa bouche avec sa main. La femme continua de frapper à la porte en disant qu'elle avait entendu des voix. Park Ji-young se pencha vers elle et lui murmura que sa mère semblait la chercher. Il y avait une pointe de moquerie dans sa voix, et la jeune fille mordit le tissu de son pull pour ne pas se trahir. L'homme tendit la main vers la poignée de la porte et demanda d'un ton innocent s'il devait ouvrir et laisser entrer sa mère. Tandis que la jeune fille restait silencieuse, la femme continua à demander la permission d'entrer dans le cabinet. L'homme tendit la main vers la serrure et murmura doucement qu'il ne voyait pas d'inconvénient, mais qu'il pensait que sa mère serait très surprise. Puis il sourit et dit que TRE avait perdu la jeune fille, arrêta sa main, sans lever les yeux, et répondit qu'elle était d'accord, qu'elle avait perdu. Elle lui demanda de ne pas le faire. Elle ne pouvait pas laisser la vérité éclater au grand jour, surtout de cette manière. Le procureur plissa légèrement les yeux et répondit à la mère de la fillette qu'elle était déjà partie. La femme fut surprise et répondit que dans ce cas, elle l'attendrait à l'entrée. Thérèse tremblait d'embarras tandis que l'homme restait impassible. Soudain, la mère remercia l'homme pour tout et lui demanda de prendre soin d'eux, de leur famille. Incapable de retenir un sanglot, la jeune fille se couvrit la bouche de la main en pensant à la naïveté de sa mère qui faisait confiance à cette personne. La voix de la femme pouvait être entendue à travers la porte. Elle répétait que son mari était un homme bon et incapable de faire quoi que ce soit de mal. Elle disait à quel point il aimait sa fille et à quel point elle était heureuse que le procureur semble également l'apprécier. À ce moment-là, l'homme embrassa Terre. Il répondit alors qu'il ne faisait que son travail. La femme partit en le remerciant une nouvelle fois. À ce moment-là, Terre n'entendait plus que le murmure de Park Ji-young, qui disait qu'elle ne pourrait plus jamais se cacher de lui. La jeune fille était dans un taxi lorsqu'elle a reçu un message de sa mère lui disant que la nouvelle maison que le procureur lui avait trouvée était très mignonne. La femme a demandé à sa fille d'être gentille et reconnaissante envers lui. La voiture roulait sur la route et la jeune fille se demandait ce qui l'attendait. Elle est enfin arrivée devant la grande maison chic. La jeune fille a levé les yeux lorsqu'elle est entrée dans la maison. Elle vit son ancien camarade de classe Yann, qui fut surpris et lui demanda si elle allait vraiment vivre dans leur maison. La mère du garçon fut surprise et demanda comment il connaissait une fille aussi belle. Elle regarda Thérèse avec admiration et dit qu'elle était belle comme une poupée. Le garçon grommela, mécontent, en disant que c'était elle qui avait failli le poursuivre en justice à l'époque, mais sa mère s'approcha de la jeune fille et lui dit de ne pas faire attention à lui. Elle lui prit les mains et lui dit que son fils était juste quelqu'un de grossier et demanda à la jeune fille de ne pas s'offusquer. Elle lui demanda ensuite si elle pouvait l'aider. Terry retira doucement sa main et répondit qu'elle n'attendait pas d'excuses et que tout allait bien. Elle demanda où se trouvait sa chambre afin de pouvoir poser ses affaires. La femme fut légèrement embarrassée par cette froideur. Park Ji-young n'était pas du tout surpris, pensant que la jeune fille était tout aussi arrogante qu'à l'université. Thérèse tendit la main vers la poignée de la valise, mais soudain, une grande main masculine la devança. Park Ji-young prit la valise de la jeune fille et lui dit gentiment qu'il allait lui montrer sa chambre. La jeune fille tenta de dire qu'elle pouvait s'occuper elle-même de ses bagages. L'homme prit simplement son sac et sa valise en silence et se dirigea vers la chambre. La parente le regarda avec confusion et stupéfaction, car elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. Thérèse passa également devant eux en les remerciant pour leur hospitalité. La femme et son fils ressentirent un certain malaise entre la jeune fille et le procureur. Ils la regardèrent avec intérêt. Ji-young demanda à sa mère si elle avait remarqué le comportement de son frère. La femme répondit qu'elle aussi trouvait son comportement étrange. La jeune fille observa l'homme devant elle. Il la conduisit dans une grande pièce lumineuse. Après avoir posé ses affaires, il regarda autour de lui et lui demanda si elle aimait bien, en espérant qu'elle se sentirait à l'aise. La jeune fille serra les poings, se demandant pourquoi il faisait cela. Pourquoi se donnait-il tant de mal pour l'aider? Puis, soudain, elle pensa que tout cela n'était peut-être qu'un moyen pour lui de rompre la monotonie de sa vie quotidienne, une forme de divertissement, tout comme elle avait essayé de se divertir 2 ans auparavant. Elle comprit soudain qu'il s'intéressait probablement davantage à elle simplement parce qu'elle ne se comportait pas comme il le souhaitait. Elle décida donc d'essayer d'être obéissante, pensant que peut-être il se lasserait alors de ce jeu. L'homme jeta un coup d'œil à sa montre et dit qu'il était temps pour lui d'aller travailler. Soudain, il se retourna et vit que la jeune fille était agenouillée. Il lui demanda ce qu'elle faisait. À sa grande surprise, la jeune fille sourit et répondit que son cerveau fonctionnerait mieux avec une dose quotidienne de dopamine. Elle allait donc essayer de faire ce qu'il lui avait demandé. À ce moment-là, Park Ji-young semblait avoir compris le jeu.
Elle avait l'intention de jouer avec lui, un sourire narquois aux lèvres. Il répondit que cela lui convenait parfaitement. Il se pencha vers elle et prit son menton dans sa main, souriant narquoisement. Il lui dit qu'elle était adorable. L'homme sourit narquoisement et lui lança un regard étrangement insistant. Puis il s'éloigna brusquement et lui dit qu'elle devait être fatiguée, l'exhortant à se reposer. La jeune fille regarda avec surprise son dos qui s'éloignait, étonnée qu'il soit parti si facilement. Soudain, l'homme se retourna et lui demanda ce qu'elle aimerait manger. Il lui dit qu'il lui apporterait tout ce qu'elle voulait quand il rentrerait du travail. Terry le regarda avec irritation et lui répondit qu'elle ne voulait pas qu'il soit trop gentil avec elle. Li Jun fit un signe de la main à la jeune fille en la saluant joyeusement. Elle s'approcha de lui et s'excusa d'être en retard. La jeune fille était heureuse de le voir. L'homme était gentil et lui dit qu'il lui avait apporté du poisson mijoté, le plat qu'elle avait tant aimé lorsqu'elle lui avait rendu visite. Elle était très touchée par son attention. Elle le remercia chaleureusement, et le jeune homme sourit. Il savait que l'autre homme avait trouvé un logement sûr pour la jeune fille et dit que c'était le moins qu'il puisse faire pour elle. Elle lui prit la main, lui sourit chaleureusement et le remercia sincèrement pour tout. Li Jun était ému et rougit, puis se tut. Peu après, ils étaient assis à une table de café et l'homme raconta à la jeune fille qu'après sa démission, leur patron était devenu encore plus arrogant et avait même commencé à dire des choses désagréables à son sujet. Alors qu'ils discutaient, la jeune fille se sentit soudain très bizarre, comme si une vague de chaleur l'avait envahie. Elle tripotait nerveusement ses doigts, cachant ses mains sous la table, et sentait qu'elle tremblait. La jeune fille se dit qu'elle était à cran ces derniers temps. Li Jun s'excusa d'avoir tant parlé, disant qu'elle lui avait beaucoup manqué et lui demanda comment elle allait. La jeune fille essaya de sourire, au moins pour lui faire plaisir. Comme il avait fait tous ses efforts pour la voir, elle s'efforça de se détendre et de discuter avec son amie comme d'habitude. De retour chez le procureur, Terry se sentit incroyablement épuisé. Son corps brûlait de chaleur et sa tête était comme embrumée. Dès qu'elle entra dans sa chambre, elle entendit une voix masculine familière. Young lui dit qu'elle était enfin de retour. La jeune fille se figea en le voyant. Assis sur le canapé comme s'il était chez lui. L'homme était assis, les bras croisés sur la poitrine, et la regardait étrangement. Elle lui demanda s'il avait fini de travailler plus tôt que d'habitude. Tay se prépara à une nouvelle dispute, s'attendant à ce qu'il essaie de l'entraîner dans un autre jeu tordu. Mais à sa grande surprise, l'homme lui dit qu'il lui parlerait plus tard en se levant du canapé. Il dit qu'il ne voulait pas la déranger puisqu'elle était malade. La jeune fille le regarda avec suspicion alors qu'il s'éloignait, incapable de comprendre pourquoi il était soudainement si attentionné et attentionné. En partant, il lui dit qu'elle devait se reposer. Restée seule, la jeune fille appuya sa tête contre les oreillers, sentant son état s'aggraver. Mais les pensées concernant les plans de Park Chi-yoon ne la quittaient pas soudain. Elle eut l'impression d'être submergée sous une épaisse coupe. Puis elle sentit quelqu'un lui toucher doucement le front et lui demander si elle allait bien. Park Chi-yoon se pencha vers elle et l'embrassa tendrement sur le front. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'il la réconforte ainsi. Puis l'homme dit soudainement que la lumière semblait la gêner et lui demanda s'il devait fermer les rideaux, mais la jeune fille tendit la main vers lui et lui demanda de ne pas la quitter. Puis un ruban de soie douce effleura ses yeux et l'homme lui dit de les fermer à travers le tissu fin. La jeune fille ne distinguait que sa silhouette. Il lui demanda alors si elle ressentait une gêne. Elle répondit que c'était un peu inhabituel, mais que tout allait bien. Le procureur s'est alors penché vers elle et lui a dit qu'il allait l'aider à se sentir mieux. Terry se sentait bizarre, mais elle ne voulait pas le repousser. Elle a soudainement réalisé qu'au fond d'elle-même, elle aimait tout cela, et elle a été surprise par cette prise de conscience. Puis, soudain, elle a halté et a respiré bruyamment. Elle s'est réveillée. La jeune fille était assise sur le canapé où elle s'était endormie plus tôt dans la journée, sentant la sueur couler sur son visage. Elle passa sa main sur son visage, réalisant que tout cela n'avait été qu'un rêve. Elle prit son téléphone et lut les messages de Li Jun. Il écrivait qu'il était heureux de l'avoir rencontrée et qu'il s'inquiétait pour elle, la pressant de se reposer davantage. Elle sourit doucement, reconnaissante qu'il y ait une personne aussi attentionnée et gentille dans sa vie. Park Chi-yoon se tenait comme une ombre dans l'obscurité près de la porte de la chambre de la jeune fille. Une femme de chambre s'approcha de lui et lui dit qu'elle lui apportait les médicaments qu'il avait demandés. L'homme ne répondit pas. Il fixait silencieusement son téléphone, qui était en train de copier les données du téléphone de Terry. Il lut les messages qu'elle avait échangés avec Li Jun et serra le téléphone dans sa main. Son regard était d'une intensité inquiétante. Tôt le matin, Terry fut réveillée par un léger coup à la porte. Elle fut surprise et se demanda qui cela pouvait bien être à une heure aussi matinale. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle vit la femme de chambre qui lui souriait, apparemment ravie que la maîtresse de maison soit déjà levée. La femme de chambre lui tendit un paquet contenant un repas chaud et lui dit de manger. Le procureur avait demandé qu'elle mange bien tant que c'était encore chaud. Terry, embarrassée, prit le paquet, ne sachant pas comment réagir à une telle attention. Après avoir mangé,
Elle descendit à la cuisine en pensant à quel point elle se sentait mieux après avoir bu la soupe que le procureur avait demandé de lui apporter. La jeune fille était tellement absorbée dans ses pensées qu'elle fut soudainement tirée de sa rêverie par une voix familière. L'homme lui demanda comment elle avait dormi et comment elle se sentait. Chi-young était debout dans la cuisine en train de se préparer du thé. Puis il se tourna vers elle et lui dit de s'asseoir, ajoutant qu'il allait lui verser du thé avant qu'il ne refroidisse. Ils s'assirent à table et l'homme lui dit de boire son thé, ajoutant qu'elle semblait encore avoir de la fièvre. Ri fut surprise lorsqu'elle sentit l'odeur du thé et réalisa qu'il s'agissait du remède fortifiant. L'homme remarqua sa confusion et lui dit qu'elle était très fragile et qu'elle avait besoin de renforcer son corps. La jeune fille se mit en colère et lui posa une question rhétorique, lui demandant à qui la faute si elle se sentait ainsi. Elle continua à regarder l'homme avec ressentiment, car c'était de sa faute. Après tout, elle se sentait mal à cause de ce qui s'était passé au poste de police. Puis elle se souvint qu'il avait pris soin de lui apporter à manger et lui avait préparé un thé médicinal, et elle serra la tasse dans ses mains. Elle le remercia silencieusement pour le porridge. Chi-young regarda la jeune fille comme s'il la voyait pour la première fois. Elle ne s'était jamais adressée à lui avec autant de calme auparavant, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui exprime sa gratitude. Terry but une gorgée de thé et dit sincèrement qu'elle appréciait son geste et que le thé était très bon. L'homme était stupéfait. Elle lui semblait encore plus belle qu'auparavant. Il sourit en constatant qu'elle parvenait encore à le surprendre. Soudain, il lui demanda quelle était la nourriture préférée de son père. La jeune fille fut surprise et lui demanda pourquoi il lui posait cette question. Il répondit que dans quelques jours, il aurait une réunion avec lui dans son bureau. Thierry fut surpris et demanda si c'était autorisé, mais l'homme prit une gorgée de thé et répondit que ce n'était généralement pas le cas. Mais quelques secondes auparavant, il avait décidé d'organiser cette rencontre. Puis son visage prit son expression arrogante habituelle et il lui demanda si elle comprenait ce que cela signifiait. La jeune fille se mit sur ses gardes et lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Il croisa les bras sur sa poitrine et répondit qu'il se considérait comme une personne juste si elle le traitait bien et avec respect. Il ferait de même en retour, mais si elle le traitait mal, il lui rendrait l'appareil. L'homme la regarda et lui dit qu'elle était très intelligente et qu'il était sûr qu'elle avait déjà tout compris. Il lui promit ensuite qu'il organiserait un bon déjeuner pour son père et lui demanda si elle voulait l'appeler pour discuter un moment. La jeune fille devint anxieuse, incapable de croire que cela soit possible. Elle lui demanda s'il allait vraiment faire cela pour elle. La jeune fille devint anxieuse, incapable de croire que cela soit possible. Elle lui demanda s'il allait vraiment faire cela pour elle. La jeune fille devint méfiante, pensant qu'il lui mentait peut-être. Il se leva de table en disant qu'il était temps pour lui de se préparer pour aller travailler et se dirigea vers sa chambre. Terry doutait de la véracité de ses paroles, mais elle comprit que cela ressemblait à un pacte avec le diable et que la seule chose qu'elle pouvait faire était d'accepter. Elle entra dans la pièce derrière lui et l'homme lui demanda ce qui s'était passé. Le procureur resta impassible et lui demanda ce qui l'avait poussé à le suivre, d'une voix douce derrière lui. La jeune fille répondit qu'elle voulait appeler son père. Elle dit qu'elle n'avait pas entendu sa voix depuis longtemps et qu'il lui manquait. L'homme sourit et lui demanda si un simple coup de fil lui suffirait. La jeune fille, pleine d'espoir, répondit qu'elle avait juste besoin d'entendre la voix de son père et de s'assurer qu'il allait bien. À ce moment-là, l'homme se tourna vers elle et lui dit que dans ce cas, il attendait une faveur en échange. Thérèse s'était attendue à quelque chose comme ça et était prête à conclure un marché avec lui. Alors qu'il nouait sa cravate, l'homme demanda à la jeune fille si elle voulait voir son père dans la salle d'interrogatoire. Elle le regarda avec surprise et lui demanda s'il allait vraiment la laisser voir son père. En partant, il répondit qu'il ne faisait que lui rendre l'appareil. En échange, Terry et Park Xian étaient assis dans un fast-food. Le jeune homme était furieux et lui demanda comment elle avait atterri chez lui. Il était bouleversé et lui dit que son frère n'était pas du genre à aider quelqu'un comme ça. La jeune fille soupira et répondit qu'il l'avait piégée pour qu'elle vienne ici. Elle pensait que sa mère l'avait invitée à déjeuner. Le type ne prêta aucune attention à sa taille et continua à crier qu'elle avait failli le poursuivre en justice. Alors pourquoi son frère l'aurait-il aidé? La jeune fille baissa alors son regard fatigué et repensa à la façon dont son frère aîné l'avait tourmenté depuis le deuil, et maintenant c'était le plus jeune. Quelle famille horrible! Park n'en pouvait plus, pointant son doigt vers elle, il lui dit qu'il était impossible qu'elle soit en couple avec son frère. Terry écouta silencieusement son déferlement d'émotions jusqu'à ce qu'elle lève enfin les yeux en souriant. Elle lui demanda s'il l'avait vraiment amené ici juste pour lui poser cette question. Le garçon rougit et répondit que ce n'était pas seulement cela, mais que, malgré tous ses efforts pour réfléchir à la situation, tout cela lui semblait trop étrange. Il ajouta qu'il valait mieux que ce ne soit pas vrai,
car elle ne serait pas capable de supporter quelqu'un comme son frère. La jeune fille le regarda attentivement, ne s'attendant pas à une révélation aussi honnête. Elle se pencha vers lui et lui demanda s'il considérait également son frère comme une ordure. Park Xian croisa les bras et répondit que c'était un euphémisme. Il dit que tous les méchants dans les films n'étaient rien comparés à son frère. Terry appuya sa joue sur sa main et dit en souriant que c'était intéressant, étant donné qu'il avait récemment essayé de gagner la faveur de son frère. Le garçon rougit et se sentit même mal à l'aise face à son attitude effrayante. La jeune fille lui sourit. Elle commença à lui raconter que contrairement à ses parents, son père était parti de rien et avait travaillé jusqu'à la mort. Il avait finalement réussi à bâtir une fortune impressionnante, mais en un instant, tout s'était effondré. Elle lui demanda ce qu'il pensait qu'il était arrivé à sa famille. La jeune fille sourit et répondit avec assurance qu'il ne restait plus rien. Il n'avait pas pu tenir le coup. Le jeune homme la regarda en silence tandis qu'elle disait qu'elle était tout à fait capable de s'occuper de son frère, mais il se mit à tapoter sur la table en disant qu'il lui faisait tous les deux peur. Puis, soudain, son téléphone sonna. La jeune fille écouta, indifférente, tandis qu'il essayait d'expliquer à son interlocuteur, le procureur Park, qu'ils étaient sur le point de passer à table et que cela ne prendrait pas longtemps. Yan, pâle de peur, bondit de la table et répondit qu'ils rentraient chez eux. De retour à la maison, les jeunes ont vu que Park Chi-young était assis sur le canapé, serrant fermement son téléphone dans sa main. L'homme s'est retourné, jetant un regard sévère à son frère, leur a demandé s'ils avaient aimé les hamburgers. Le garçon s'est figé de peur, connaissant son tempérament explosif. Il a répondu que les hamburgers étaient bons. L'homme s'est approché d'eux et a demandé à Terry si elle avait aimé les hamburgers, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait à peine réussi à en manger une bouchée. Elle pencha la tête et sourit, donnant l'impression qu'elle allait déjà mieux. Même si, peu de temps auparavant, elle était presque morte, la jeune fille ne lui répondit pas. Elle le regardait avec méfiance tandis qu'il parlait, apparemment calme, ce qui était dérangeant. Pendant ce temps, le procureur retira sa montre et la jeta sur le canapé, demandant à son frère s'il savait pourquoi. Il insistait pour que Kam Tae revienne vivre avec eux. Le jeune homme savait ce qui allait se passer et supplia son frère de se calmer. À ce moment-là, leur mère descendit du deuxième étage. La femme vit le frère aîné lever la main sur le plus jeune et hurla d'horreur. Un bruit sourd résonna dans la pièce. La tête de Han fut projetée sur le côté. L'homme a dit d'un ton menaçant qu'il n'avait pas le droit d'emmener la fille dans la rue où n'importe quoi aurait pu lui arriver. Ri s'est figé. Sous le choc, leur mère s'est précipitée vers l'homme en criant et en le suppliant d'arrêter, mais il s'est figé lorsqu'il a entendu la voix de la fille. Elle lui a demandé sévèrement d'arrêter de se mettre devant Park Chaon pour le protéger, voyant qu'il s'était arrêté et la regardait fixement. Elle lui demanda calmement une nouvelle fois d'arrêter. Elle détourna le regard, horrifiée à l'idée que tout cela était allé trop loin. L'homme se retourna, en partant, demanda à la fillette de donner à sa mère des comprimés pour l'aider à se calmer. À ce moment-là, le regard de Terry se posa sur un sac familier posé sur le pouce. C'était le sac contenant le porridge que l'homme avait acheté spécialement pour elle la dernière fois. Cela signifiait qu'il était rentré plus tôt du travail et qu'il lui avait encore apporté à manger. Park, trop jeune, fut surpris lorsqu'il entendit frapper à la porte de sa chambre. La jeune fille entra et lui demanda pourquoi il ne dormait pas à 3 heures du matin. L'homme la regarda de haut en bas et lui répondit qu'il ne lui avait pas dit de venir. Ignorant sa remarque, la jeune fille s'assit et répondit que c'était elle qui avait demandé à Park de l'emmener manger. Comme elle ne pouvait pas manger la nourriture, il l'avait amenée sans payer. Une veine sur la tempe de l'homme palpita lorsqu'il demanda si la victime avait vraiment invité le criminel à dîner. Terry répondit qu'ils avaient effectivement une relation compliquée, mais que pour avoir un repas, elle était prête à tout supporter. Pire encore, l'homme écrasa sa cigarette et sourit narquoisement. Il se pencha vers elle et la traita de bébé, disant que c'était exactement pour cela qu'elle continuait à se faire du mal. Il lui adressa un sourire triste et lui dit que c'était à cause de son comportement qu'elle avait constamment des ennuis. Terry fronça les sourcils et lui dit qu'elle appréciait son inquiétude, mais qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas autant de problèmes qu'il le pensait. Elle lui a souhaité bonne nuit. Elle a ajouté qu'elle allait dans sa chambre, mais soudain, l'homme l'a saisie par le poignet, la regardant dans les yeux, lui a demandé de rester car il avait quelque chose à lui dire. La jeune fille était légèrement effrayée et a répondu qu'elle n'avait rien d'autre à lui dire, se préparant à partir, mais soudain, elle a entendu sa voix. L'homme lui dit calmement que Park, Eliane, avait renversé quelqu'un avec une voiture 3 ans auparavant. Son taux d'alcoolémie était de 0,378%. Même les policiers chevronnés n'avaient jamais vu un tel taux. La victime, qui venait d'avoir 20 ans, était toujours en réanimation. L'homme lui demanda si elle se sentait toujours désolée pour son frère. La jeune fille se retourna, horrifiée,
et le regarda. Elle ne savait pas quoi répondre. Park Ji-young a dit que lorsqu'il avait découvert que ce salaud l'avait emmené quelque part et s'était assis à côté d'elle, il était furieux et avait compris que son frère n'avait pas retenu la leçon. Il a continué à lui tenir la main, puis l'a soudainement tiré vers lui. Ne s'y attendant pas, la jeune fille a perdu l'équilibre et est tombée sur lui. L'homme l'a regardée dans les yeux et lui a demandé si elle était venue le voir uniquement pour lui dire à quel point elle était désolée pour son frère. Terry n'aimait pas du tout cela et répondit sèchement qu'elle n'avait jamais dit qu'elle était désolée pour lui. L'homme ne la quittait pas des yeux et dit qu'elle pensait peut-être qu'elle était vraiment impressionnante de faire des sacrifices pour son père. Mais personnellement, il pensait qu'elle était une fille stupide qui n'avait rien d'autre à offrir. Elle pardonnait si facilement à un criminel qui aurait pu prendre la vie de quelqu'un. Elle avait juste besoin d'un peu de temps. La jeune fille le fixa, les joues tendues. Young la regarda soudain avec une sorte d'admiration et lui dit que c'était précisément pour cela qu'elle ne pouvait s'empêcher de le trouver attirant. Il la serra dans ses bras et lui demanda de sourire, sinon son humeur risquait de se gâcher. Soudain, la jeune fille remarqua une bouteille de whisky et un verre sur la petite table à côté d'eux. Elle tendit subtilement la main et les fit tomber par terre. Le bruit du verre qui se brisait résonna dans la pièce. La jeune fille recula devant l'homme et commença à s'excuser en disant qu'elle l'avait renversé accidentellement. Puis elle lui caressa doucement la pommette avec son doigt et lui dit qu'il était inhabituellement bavard aujourd'hui, ce qui expliquait pourquoi elle avait fait une telle erreur. Elle se leva rapidement et se dirigea vers la sortie. Soudainement, elle s'arrêta et lui demanda s'il avait déjà pensé qu'un homme comme lui, qui avait besoin d'elle pour quelque chose d'aussi stupide comme il le disait, était encore plus stupide et vide. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire. En partant, Terry était sûr qu'elle viendrait à bout de lui. Elle était plus forte que lui. Park Ji-young s'adossa au canapé et pensa à son intelligence et à son audace. C'était précisément pour cela qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Il imagina son visage et pensa à la façon dont elle le rendait fou chaque fois qu'il la voyait et à quel point il voulait qu'elle reste à ses côtés pour toujours. Il l'imaginait en train de lui caresser le visage et ne pouvait s'empêcher de penser à tous les mensonges qu'il lui avait racontés au sujet de son frère pour les séparer. Il rêvait de détruire tout ce qui l'entourait pour être la seule chose qui reste dans sa vie. Park Ji-young était assis à son bureau, pensif, laissant passer les paroles de son collègue qui essayait pour la énième fois de lui parler de l'affaire sur laquelle il travaillait actuellement. L'homme était pensif et distrait. Il écrivit un message à Terry pour l'inviter à dîner, qu'il vit qu'elle avait lu, mais auquel elle ne répondit pas. Il se leva de table, bien décidé à rentrer chez lui plus tôt. Il souriait. Il pensait au fait que la jeune fille n'avait pas perdu l'habitude d'ignorer ses messages. L'homme se tenait devant l'évier en train de se laver les mains quand soudain, l'un de ses collègues entra dans les toilettes et le salua joyeusement. Celui-ci se mit à parler joyeusement, disant qu'il le respectait encore plus maintenant. Il mentionna que le procureur Park Ji-young était un véritable A pour avoir réussi une telle escroquerie et s'en être tiré. Il se pencha vers lui et lui dit que la famille de ce prisonnier n'avait toujours aucune idée que tout ce qui leur était arrivé était son œuvre. Il tapota l'épaule de Ji-young. Il rit et dit que cette famille ne pouvait même pas imaginer une telle chose, car un procureur ne pouvait jamais être un criminel qui avait du mal à contenir son rire. L'homme lui demanda d'épargner au moins la réputation de leur collègue. Park Ji-young regarda avec irritation son collègue ennuyeux. L'homme détourna lentement son regard vers le bavard. Il espérait que son prochain plan réussirait. L'homme s'apprêtait à partir, mais le procureur l'avait déjà attrapé par le col. Il le tira vers lui. L'homme se mit à crier que Ji-young n'avait pas le droit de faire ça et mentionna que son beau-père était proche du procureur général. Il dit à Ji-young que s'il ne voulait pas être rétrogradé, il devait le laisser partir. Un instant plus tard, sa tête était plongée dans l'eau. Le procureur resta imperturbable et lui demanda si c'était pour cela qu'il se comportait de manière si arrogante. Pensant que l'amitié de son beau-père avec les hauts placés lui donnait du... Relevant la tête de son collègue bavard, il lui demanda s'il avait déjà entendu parler d'un homme nommé Gong Shaman. L'homme connaissait bien sur le célèbre usurier et homme de main Gong Shaman, qui disposait de la plus grande réserve d'argent liquide du pays. Il se mit à réfléchir à la façon dont le procureur Park pouvait être lié à lui et se souvint que le nom de jeune fille de sa mère était Gong. Park Ji-young vit la prise de conscience dans ses yeux et lui dit qu'il avait bien compris. Cet homme était son grand-père, et son livre de contes était si compliqué qu'il l'aidait parfois à le tenir. Il sourit et lui demanda s'il avait déjà pensé que ce livre contenait les noms du procureur général et de son beau-père. L'homme répondit qu'il avait même vu le nom du président lorsqu'il avait finalement libéré l'homme. Il dit qu'il le laisserait partir cette fois-ci, mais qu'il ne devait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas et qu'il devait obéir et faire son travail. Il regarda le procureur avec crainte et s'excusa sans cesse en disant qu'il n'avait pas voulu aller aussi loin.
Il voulait juste discuter avec un collègue. Park Ji-young retourna devant le miroir et ajusta calmement son apparence. TRE était assise sur le canapé avec la mère du procureur qui la pressait de manger quelque chose, l'avertissant qu'elle allait s'évanouir si elle ne le faisait pas. La seule chose qui inquiétait la femme était de savoir si les ecchymoses sur le visage de Ji-young avaient guéri. La jeune fille répondit qu'elle était sûre qu'il allait bien, même si elle ne l'avait pas vu depuis quelques jours. La femme se leva et dit qu'elle allait se reposer. Thierry lui demanda de manger quelque chose avant d'aller se coucher. La jeune fille était assise là, réfléchissant à ce qu'elle faisait dans cette maison. Elle n'aimait pas que sa famille soit séparée. Puis elle se souvint qu'elle n'avait pas répondu au message du procureur et se demanda à quel point il devait être en colère contre elle. Soudain, une voix familière la fit sursauter. Young, debout derrière elle, tenait un sac de porridge et lui demandait si son téléphone était cassé. La jeune fille le regarda et répondit calmement que son téléphone fonctionnait très bien. L'homme lui demanda si, dans ce cas, elle n'avait pas vu son message, mais la jeune fille répondit qu'elle l'avait lu. Après un moment de silence, elle se leva et dit qu'elle allait se coucher. L'homme lui tendit la nourriture et lui dit de manger, affirmant qu'il était sûr qu'elle n'avait pas dîné. TRE se retourna et répondit qu'elle n'avait pas envie de manger et qu'il devrait plutôt s'assurer que sa mère mange, car elle ne mangeait pas ces derniers temps et était restée allongée. Park Ji-young, sans la quitter des yeux, lui dit qu'il lui donnait 30 minutes pour se changer et descendre, car ils allaient dîner ensemble, mais la jeune fille ne se retourna même pas. Elle répondit simplement qu'elle était fatiguée et qu'elle n'allait pas le faire. L'homme la tourna brusquement vers lui et lui dit que ses manières étaient toujours aussi horribles. Il lui demanda si elle pensait vraiment que se comporter ainsi la rendrait difficile à avoir. Puis il se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille qu'il n'était pas d'humeur. Aujourd'hui, il lui dit que ce n'était pas une demande et qu'il ne se répéterait pas. La jeune fille se figea de peur, pensant qu'il allait encore atteindre son but en recourant à la menace. Thérèse se tenait devant le miroir de la chambre, pensant qu'il se trompait lourdement s'il croyait qu'elle allait obéir docilement à ses demandes. Elle aussi avait des moyens de le mettre en colère. Le procureur se tenait près de la voiture en tirant une bouffée de cigarette lorsqu'il entendit les voix de son frère et de ses amis. Les garçons discutaient joyeusement, mais lorsqu'ils virent l'homme, ils se turent. Park Chan se raidit et demanda à son frère s'il allait quelque part. À en juger par son apparence, il présenta son frère à ses amis. L'homme les regarda en silence, expirant une bouffée de fumée, mais soudain, l'attention du garçon fut attirée par une beauté époustouflante. En sortant de la maison de leur ami, ils tournèrent la tête et commencèrent à demander qui elle était. Rie sortit vêtue d'une petite robe noire avec un décolleté plongeant et une fente jusqu'à la cuisse. Ses cheveux étaient lâchés et elle était absolument magnifique. Shik-young s'est tendue, puis lui a demandé sévèrement pourquoi elle s'était habillée ainsi. La jeune fille a souri malicieusement et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a fait semblant d'être innocente et a répondu qu'elle avait simplement fait ce qu'il lui avait demandé. Après un moment, ils restèrent assis en silence dans la voiture et la jeune fille se demanda pourquoi il se comportait ainsi. Elle avait espéré qu'il continuerait à la taquiner et qu'il se disputerait avec elle, mais il se contenta de la conduire quelque part en silence. Elle avait maintenant l'impression d'avoir agi de manière stupide et enfantine. L'homme jeta un coup d'œil du coin de l'œil et la vit se mordre nerveusement la lèvre et tripoter l'ourlet de sa robe. Au bout d'un moment, TRE ouvrit soudain les yeux. Elle se rendit compte qu'elle s'était endormie en chemin et ne comprenait plus où elle était ni comment elle s'était endormie. La jeune fille réalisa qu'elle était assise dans la voiture. Le procureur était assis à côté d'elle, le regard fixé devant lui, et entre eux se trouvait un seau de pop-corn. Puis elle remarqua que la veste de l'homme était posée sur ses genoux, la couvrant. Elle balbutia soudainement et demanda pourquoi ils étaient là. Park Ch-young lui lança un regard étrange. Puis il lui demanda pourquoi elle pensait que les gens allaient au cinéma. L'homme inclina son siège et s'allongea, continuant à regarder le film à l'écran devant eux. La jeune fille le regarda avec indignation, agacée par son attitude désinvolte. Il agissait comme s'ils étaient réellement venus pour un rendez-vous galant ou quelque chose de similaire, mais elle ne lui faisait pas confiance. Il agissait toujours comme s'il prenait plaisir à manipuler tout le monde, elle décida donc d'agir. Elle sourit et lui demanda s'il attendait quelque chose d'elle en guise de remerciement pour la rencontre à venir avec son père. Elle ajouta que si c'était le cas, elle voulait en finir le plus rapidement possible. Le procureur se raidit et se redressa sur son siège. Il était en colère contre elle, car il avait vraiment essayé de passer un moment agréable. Il lui demanda sévèrement si elle agissait vraiment ainsi par gratitude. La jeune fille sourit et répondit simplement que c'était soudainement. L'homme la tourna vers lui et lui dit qu'il s'était donné beaucoup de mal pour l'amener ici. Pourtant, elle continuait à se comporter ainsi. Elle l'avait provoqué tout au long de la conversation. Il s'éloigna d'elle. Il lui dit qu'il était même curieux de voir jusqu'où elle irait. La jeune fille le regarda avec hostilité. Elle avait toujours réussi à le provoquer, à le déstabiliser, mais elle ne pouvait jamais prédire sa réaction. Et concertée par sa réaction, Tari réfléchit rapidement. Elle savait qu'il espérait que, elle aurait peur, ou pire,
qu'elle lui montrerait sa peur. Mais elle n'allait pas faire ça. L'homme scruta attentivement son visage, remarquant son hésitation. Puis, à sa grande surprise, il ouvrit la portière de la voiture et sortit. La jeune fille le regarda avec confusion, voulant lui demander où il allait. Mais il s'est simplement assis sur le siège arrière, la regardant intensément, et lui a dit de passer à l'arrière également. Un peu plus tard, Chi-gyong a regardé la jeune fille et lui a avoué que ce qu'il lui avait dit plus tôt n'était pas vrai. Il ne la considérait pas comme une idiote ou une fille facile, car si tel avait été le cas, il aurait pu simplement la soudoyer au lieu de l'aider à libérer son père. Il lui caressa doucement la joue et lui répéta une fois de plus qu'elle ne devait pas se considérer comme une fille facile. La jeune fille retint son souffle à ces mots. Ces paroles la firent vaciller, et lorsqu'il l'embrassa tendrement, la jeune fille se rendit compte qu'elle était effectivement naïve, car son cœur innocent répondit à son baiser. Le lendemain, la jeune fille fit du shopping avec la mère du procureur. La femme ne cessait de parler de son bonheur d'avoir 2 fils. Elle se plaignait à la jeune fille que ses fils détestaient faire les magasins, et qu'elle devait donc généralement se promener seule. Elle avoua à Tari qu'à son époque, elle n'était pas très brillante, et qu'elle était donc très heureuse que Chi-gyong soit devenu un homme aussi instruit. C'est pourquoi elle aimait être avec lui, car c'était beaucoup plus intéressant d'être en compagnie de personnes intelligentes. Puis, soudain, elle repéra un costume pour homme sur un mannequin et demanda à la jeune fille ce qu'elle en pensait. Est-ce que cela irait bien à son fils? La jeune fille y jeta un coup d'œil indifférent et répondit que cela lui allait bien. Puis, soudain, la femme dit qu'ils avaient besoin de quelque chose d'extraordinaire, car le procureur Park avait un rendez-vous galant aujourd'hui. À ces mots, la vendeuse se figea. La mère continua à discuter du costume qui lui irait le mieux, tout en mentionnant que, bien que le rendez-vous ait été arrangé par son père, Park Chi-gyong avait toujours été un fils obéissant. La première chose que Kam Tari ressentit, à sa grande surprise, fut de la jalousie. Après tout, hier encore, ils étaient ensemble dans cette voiture, et aujourd'hui, il allait se comporter comme un homme respectable devant une autre femme. Puis elle essaya de se ressaisir et se rappela que c'était peut-être sa chance de lui échapper, sa chance de gagner sa liberté. Mais maintenant, elle n'était plus sûre que c'était vraiment ce qu'elle voulait. Bientôt, la femme et la jeune fille arrivèrent au commissariat pour voir Park Chi-gyong. Sa mère lui tendit une nouvelle chemise et lui dit joyeusement qu'il serait encore plus beau avec pour son rendez-vous. Elle ajouta que Tari l'avait aidé à la choisir grâce à son regard jeune et frais. L'homme jeta un coup d'œil à la jeune fille par-dessus l'épaule de sa mère. Son visage ne trahissait aucune émotion. Elle lui souhaita simplement de passer un bon moment et lui dit qu'elle espérait que tout se passerait bien pour lui. Une veine sur la tempe du procureur se gonfla et palpita. Il était hors de lui de rage en entendant ces mots. Pendant ce temps, sa mère souriait joyeusement tandis que la jeune fille ne lui jetait qu'un bref regard. Il resta immobile, regardant les femmes quitter le commissariat. Il était en colère contre Tari, ne comprenant pas comment elle osait lui parler avec tant d'audace, surtout après tout ce qui s'était passé entre eux. Pour qui se prenait-elle? Ce soir-là, dans l'un des restaurants les plus prestigieux, le procureur attendait son rendez-vous à l'aveugle. L'homme ouvrit la porte et vit une jeune femme assise à table, en train d'étudier le menu. Sans lever les yeux, elle lui dit qu'il était en retard. L'homme s'approcha de la table élégamment dressée et répondit qu'il avait effectivement un peu de retard. La jeune fille posa le menu et lui dit qu'il avait 1 heure de retard, en lui lançant un regard noir. Cependant, cela ne sembla pas l'affecter. La jeune fille se présenta sous le nom de Kim Jo-ma et mentionna qu'elle savait qu'il travaillait actuellement sur une affaire importante. Elle lui tendit ensuite sa carte de visite. Elle était la fille du propriétaire d'un grand cabinet d'avocats et y travaillait également. Park Chi-gyong ne prit même pas sa carte de visite. Il dit simplement qu'il avait entendu parler d'elle et lui demanda si cela ne lui posait pas de problème de travailler dans le cabinet de son père. Kim Jo-ma répondit que cela présentait certaines difficultés, mais qu'elle ne souhaitait pas parler de son travail. Elle lui confia qu'elle adorait lire et regarder des films, puis lui demanda ce qui l'intéressait. Elle lui sourit de manière charmante. L'homme répondit qu'il préférait les activités physiques. Quand elle a compris ce qu'il voulait dire, la jeune fille a tout sauté et a répondu qu'il avait un hobby inhabituel. L'homme s'ennuyait, regardait constamment sa montre et n'avait pas envie de poursuivre la conversation avec elle. Mais soudain, la jeune fille a déclaré que c'était son affaire de savoir comment il s'amusait et que cela lui était égal, mais qu'elle ne lui accordait cette liberté que jusqu'à leur mariage. Elle a ajouté qu'après le mariage, il devrait se comporter correctement. L'homme la regarda comme s'il ne comprenait pas ses paroles et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle se mit en colère et répondit qu'il était très important de respecter au moins son futur conjoint. Chi-gyong se pencha vers elle en souriant et dit que si on l'écoutait, on aurait dit qu'il était déjà à genoux, en train de la demander en mariage. Riant, il lui demanda ensuite si elle viendrait le voir le lendemain pour lui dire qu'elle était enceinte de lui. Le mécontentement de la jeune fille était évident, et elle lui dit de ne pas dépasser les bornes. Elle dit qu'ils savaient tous les deux pourquoi ils étaient là aujourd'hui et que, dans tous les cas,
il ferait ce qu'on attendait d'eux. Le procureur se leva et lui lança un regard menaçant. Il dit que c'était elle qui avait dépassé les bornes en lui demandant quelque chose. La regardant froidement, il lui dit de réessayer de lui dire quelque chose comme ça. Puis il s'est levé, a ouvert la porte en grand et a dit qu'il espérait qu'il ne se reverrait plus jamais. Kim Jung-ma lui a lancé un regard furieux alors qu'il s'éloignait, mais elle n'a rien dit. La maison du procureur était plongée dans l'obscurité, car il était déjà tard dans la nuit. Kam Tari était assise sur le canapé du salon, se rongeant nerveusement les ongles, pensant que le rendez-vous semblait bien se passer puisque l'homme n'était toujours pas rentré à la maison. Elle se dit qu'après le dîner, ils avaient peut-être décidé de passer la nuit ensemble. À sa grande surprise, cette pensée éveilla en elle un sentiment de jalousie. La jeune fille se souvenait de la façon dont il avait été avec elle et se demandait s'il serait aussi gentil avec cette femme. Finalement, elle décida qu'il était temps d'aller se coucher, et c'est alors qu'elle entendit soudain le bruit de la porte qui s'ouvrait. Elle se précipita vers l'escalier pour rejoindre rapidement sa chambre, mais l'homme était soudainement juste derrière elle. Il n'était clairement pas lui-même, et il était évident qu'il avait beaucoup bu. Il tendit la main vers elle et commença à la supplier de ne pas partir. La jeune fille répondit simplement qu'il était rentré très tard. Il empestait l'alcool et était trempé. Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, car il ne pleuvait même pas dehors. Elle s'apprêtait à partir, pensant qu'il devait être fatigué, lorsqu'elle entendit sa voix grave. Il lui demanda si elle allait vraiment partir comme ça et se mit à la supplier de venir vers lui. Tari voyait qu'il avait du mal à tenir debout, et bien qu'elle se fasse du souci pour lui, elle essaya de le convaincre d'aller se reposer. À sa grande surprise, des larmes coulaient sur son visage et il répétait sans cesse le mot « s'il te plaît ». Il la suppliait de venir vers lui. Ils se tenaient face à face, et l'homme lui avoua qu'il était venu lui dire que tout ne s'était pas passé comme elle le souhaitait. La jeune fille le regarda, perplexe, ne comprenant pas de quoi il parlait. Il soupira profondément et lui dit que plus tôt, elle lui avait souhaité bonne chance pour son rendez-vous et avait même choisi ses vêtements. Il s'excusa, disant qu'il était vraiment désolé de la décevoir, mais que le rendez-vous ne s'était pas bien passé. La jeune fille lui répondit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser ni de s'expliquer, et que peut-être la prochaine fois, il rencontrerait la bonne personne. Elle a ajouté que si c'était tout ce dont il voulait parler, alors il était temps pour elle d'aller se coucher. Mais soudain, Park Chi-kyung l'a enlacée par derrière et l'a serrée contre lui murmurant doucement de ne pas partir. Elle a alors senti ses lèvres sur son cou et a poussé un profond soupir. Il se tenait au 2e étage, face à une grande baille vitrée à travers laquelle la lumière de la lune filtrait doucement. Soudain, l'homme avoua qu'il l'avait cherchée en rentrant du travail, car il voulait passer du temps avec elle, mais qu'il ne l'avait pas trouvée. Il n'avait donc pas eu d'autre choix que d'accepter ce rendez-vous. À ce moment-là, la jeune fille sentit le gel autour de son cœur commencer à fondre légèrement. Elle avait seulement entendu qu'il l'avait cherchée, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela l'avait autant affectée. Leurs mains s'entremêlèrent et la fenêtre s'embua de traces de souffle à peine perceptibles. Bientôt, l'homme tourna la jeune fille vers lui et commença à la supplier de lui dire qu'elle ne voulait pas vraiment qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Il lui demanda d'admettre qu'elle avait menti à l'époque et lui demanda s'il pouvait l'embrasser à nouveau, comme il l'avait fait la veille. À ce moment-là, un sentiment inconnu commença à l'envahir. Ses paroles suppliantes étaient apaisantes à ses oreilles, et son apparence échevelée et ivre était étrangement captivante. Tari se sentait pathétique, mais elle ne pouvait pas se mentir. Kam Tari se tenait devant le miroir, nerveuse. Elle se demandait si sa tenue était correcte, l'ajustant une fois de plus, espérant qu'elle soit parfaite. Puis elle se demanda si elle devait attacher ses cheveux ou les laisser détachés. Lorsqu'elle remarqua soudain la marque sur son cou, elle se mit en colère. Il fallait que cela arrive justement un jour aussi important pour elle. Les souvenirs de Park Chi-gyong la veille et de la façon dont il lui avait demandé de parler plus bas pour que personne ne les entende dans la maison lui revinrent à l'esprit. Il serra la jeune fille dans ses bras et lui rappela que demain était un jour important, et que si elle faisait de son mieux, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que tout se passe bien avec son père. Elle se tenait donc là, devant le miroir, se répétant qu'elle n'avait rien à se reprocher, que Park Chi-gyong n'était qu'une personne qui aidait son père. Elle se répétait sans cesse qu'elle devait lui être reconnaissante. Dans le bureau du procureur, le père de la jeune fille était assis, stupéfait, fixant la table dressée. Le procureur le pressait de ne pas hésiter et de manger, mais l'homme ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter tout cela. Il était embarrassé et disait qu'il ne pouvait pas croire qu'un inconnu comme le procureur puisse être aussi attentionné et gentil avec lui. Il demanda si tout cela n'était qu'un acte de gentillesse gratuit. Park Chi-gyong regarda l'homme sans aucune émotion. Il poursuivit en disant qu'il avait déjà suffisamment souffert de toutes sortes de personnes et qu'il ne voulait pas être déçu à nouveau en s'accrochant à de faux espoirs. Le procureur a souri et a exhorté l'homme à s'arrêter et à regarder autour de lui. Il lui a demandé s'il se rendait compte de l'endroit où il se trouvait.
Il lui a demandé de regarder la table couverte de nourriture et lui a demandé si tout cela ressemblait à de faux espoirs. Kam Sambayom a serré les poings, désespéré, a crié en demandant si le procureur avait vraiment l'intention de l'aider. L'homme lui tendit simplement les baguettes et lui dit de manger, car tout avait été préparé spécialement pour lui à la demande d'une personne. Surpris, l'homme prit les baguettes et balbutia, demandant qui pouvait bien être capable d'une telle chose. Park Chi-gyon répondit simplement que cette personne était déjà là. À ce moment-là, Tari entra dans la pièce et se figea en voyant son père. La jeune fille ne pouvait détacher ses yeux de son père. Elle ne l'avait pas vu depuis plus de 2 ans. L'homme, les jambes tremblantes, se leva et demanda si c'était vraiment sa fille. Incapable de croire que cela soit possible, la famille réunie ne remarqua même pas le regard froid et perçant avec lequel le procureur les observait. Kam Sambayom serra sa fille dans ses bras, en larmes, la supplia de lui pardonner les épreuves qu'elle et sa mère avaient dû endurer. L'homme se reprochait de ne pas avoir su protéger sa famille. La jeune fille regarda son père, pressa sa main contre son visage et lui dit que personne ne l'aimerait jamais autant que lui. Le père serra sa fille dans ses bras et lui promit qu'un jour, il sortirait de prison et que tous leurs problèmes seraient alors derrière eux. Il jura de prendre soin d'elle. Park Chae-gyon continua à les observer attentivement, écoutant avec attention. À ce moment-là, il se rendit compte que tout cela semblait si mignon que cela commençait à l'irriter. L'idée que la jeune fille puisse un jour retourner sous la protection de son père, dans un endroit où il ne pourrait pas l'atteindre, lui trottait dans la tête. L'homme se mit à tapoter nerveusement du bout des doigts, se demandant s'il valait vraiment la peine d'aider son père dans cette affaire. Tari s'apprêtait à partir pour la réunion lorsqu'elle remarqua du coin de l'œil que le procureur était venu la voir. Chae-gyon entra dans la pièce et s'arrêta, la scrutant de la tête aux pieds sans dire un mot. La jeune fille, pour une raison quelconque, lui avait dit qu'il ne travaillait pas aujourd'hui, même si c'était évident puisque c'était le week-end. L'homme continua à l'observer en silence, le visage impassible. Tari décida qu'il n'était pas venu la voir par hasard. Après tout, il avait toujours une raison pour... Elle le regarda et pensa qu'il attendait peut-être plus de gratitude pour ce qu'il avait fait pour elle et son père. Elle le remercia alors sincèrement, lui disant qu'elle lui était vraiment reconnaissante. L'homme ne répondit pas, se contenta de sourire, pencha la tête et lui demanda si elle allait quelque part. La jeune fille se raidit, craignant qu'il ne recommence à se disputer avec elle. Elle répondit qu'elle avait des projets et qu'elle voulait retrouver une amie. Soudain, Park Chae-gyon la tira vers lui par la bandoulière de son sac. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se préparait à une nouvelle confrontation, s'attendant à ce qu'il recommence à la manipuler ou à lui demander quelque chose. Mais à sa grande surprise, l'homme se contenta de la serrer dans ses bras et lui demanda en riant pourquoi elle avait si peur. Il lui demanda s'il lui avait interdit de faire quelque chose. Tari rougit, déconcerté par son comportement amical. Pendant ce temps, l'homme glissa sa carte de crédit dans son sac à main. Avant que la jeune fille n'ait le temps de lui demander ce que cela signifiait, il lui sourit et lui dit d'aller manger quelque chose de bon avec son ami. Elle prit la carte et la lui rendit, lui disant qu'elle n'en avait pas besoin et qu'elle avait de l'argent. Tari rougit et répondit qu'elle avait vraiment assez d'argent pour dîner avec son ami. Soudain, Park Chae-gyon passa son bras autour de sa taille et la tira vers lui, approchant son visage du sien. Il lui dit qu'il ne doutait pas qu'elle puisse prendre soin d'elle-même. La jeune fille continua à se sentir gênée. Elle ne ressentait pas la menace habituelle de sa part. Au contraire, il était excessivement gentil et calme. Elle pouvait sentir son large torse sous ses mains et la façon dont il la regardait faisait battre son cœur plus vite. Après quelques instants, l'homme sourit et dit qu'il voulait simplement l'inviter. Il s'attarda à quelques centimètres de son visage, attendant. La jeune fille s'éloigna de lui et lui dit qu'à cause de lui, elle allait être en retard, ajoutant qu'il était temps pour elle de partir. À sa grande surprise, Chae-gyon se contenta de sourire, haussa les épaules et lui souhaita de passer une bonne soirée. En partant, il lui proposa de dîner ensemble une autre fois. Puis, il se figea soudainement, se retourna et lui dit qu'elle pouvait garder la carte et l'utiliser quand elle le souhaitait. Il la rassura en lui disant qu'il n'y avait aucune limite sur la carte. La jeune fille resta figée, la carte noire dans les mains. Elle se demanda si son imagination ne lui jouait pas un tour cruel. Car aujourd'hui, l'homme se comportait de manière complètement différente. Plus tard, Tari était assise dans un bar avec Lee Jun, en train de siroter une bière. C'était la première fois depuis longtemps. L'homme lui demanda comment elle allait, lui disant qu'il s'était inquiété de ne pas l'avoir vue depuis si longtemps. La jeune fille rougit et répondit que tout allait bien, même si sa vie était très mouvementée en ce moment. Elle lui demanda ensuite comment il allait. Soudain, son ami se raidit et lui dit qu'il s'était en fait inquiété pour elle pendant tout ce temps. Il lui demanda si l'homme qui était venu la chercher était vraiment un procureur. Il lui dit qu'il avait senti une atmosphère étrange entre eux la dernière fois. L'homme lui demanda si,
Par hasard, elle lui avait emprunté de l'argent ou quelque chose comme ça. Tari l'écouta et trouva même cela un peu drôle. Elle sourit et répondit que ce n'était pas du tout le cas. L'homme la regarda avec inquiétude et lui dit qu'en réalité, le jour où il l'avait emmenée chez lui, il était très inquiet. Car en réalité, même si elle lui avait dit qu'il était le procureur chargé de l'affaire de son père, la jeune fille avait l'air absolument terrifiée. Lee Jun la regarda attentivement et lui dit qu'elle pouvait être honnête avec lui demandant de lui dire quel genre d'homme il était et s'il lui faisait du mal. La jeune fille posa rapidement son verre sur le comptoir du bar et fronça les sourcils tandis que l'homme continuait, disant que s'il s'était passé quelque chose, il pouvait s'en occuper. Elle se raidit alors et se mit en colère, serrant les poings tout en marmonnant qu'elle lui avait déjà dit qu'elle allait bien. La jeune fille rentrait chez elle en taxi, pensant qu'elle avait peut-être réagi de manière excessive aux tentatives de Lee Jun pour découvrir ce qui se passait dans sa vie. Elle lui avait dit que Park Ji-kyung était bien le procureur chargé de l'affaire de son père et avait demandé à l'homme de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Soudain, ses pensées furent interrompues par le bruit d'un SMS. C'était Lee Jun, qui s'excusait pour son comportement et espérait qu'elle ne lui en voulait pas. Soupirant profondément, Tari se dit qu'elle était vraiment confuse quant à ses sentiments. Le procureur était le genre de personne qu'elle ne supportait tout simplement pas. Pourtant, dès qu'il n'était pas là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui sans arrêt. Chaque fois qu'il se voyait, il gâchait son humeur. Mais en même temps, elle avait envie d'approfondir la conversation avec lui, d'apprendre à mieux le connaître, de comprendre qui il était vraiment. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait pour lui.